Le sport est un des aspects du soft power. Pourquoi cette popularité du football plus que les autres? La facilité du jeu? Voilà, quoi, je crois, souvent c'est l'argument qu'on avance, mais je crois que c'est vrai, oui. Le racisme est jamais très loin, les rapports géopolitiques sont jamais très loin. On se sert du sport, comme courroie de transmission d'une idéologie, quelle qu'elle soit. Le Brésil, le fameux stade Maracanã. Ah oui, j'y suis allé. Ah ouais? Ouais. Donc sport, un mot qui rapproche les peuples, blablabla, tu parles. Sport est complètement politique. Ils vont dire, c'est non, très important. le classico MPSG, l'antagonisme a été artificiel et créé de toutes pièces. Il y a un ancien joueur marocain qui s'appelait Abdesalam Ouadou, ou un ancien joueur aussi d'origine algérienne, j'ai oublié son nom, mais ils ont été quasiment séquestrés, ils n'ont pas pu quitter le Qatar. Moi je le dis clairement, je suis contre que. Moi je souhaite que le Qatar, on lui retire la Coupe du Monde. Ouais. Comme ça sera bien fait pour sa gueule. Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, désormais lundi, mercredi, vendredi, 21h minuit sur metatv.org, c'est la saison 3. Voilà, grand bonjour à la régie évidemment, grand bonjour à tous les métanautes connectés. Et ce soir, on a avec nous Anis Alfeda. Salut Anis. Bonsoir Patrick, Voilà. bonsoir à toutes et à tous. Donc Anis, c'est vrai, on va commencer par remontrer ton livre que tu étais venu présenter déjà ici, Les Galets dans la boue, ABCDR. Alors, on y apprend plein de choses pour ceux qui s'intéressent. Voilà, une très très bonne lecture, très enrichissante, j'ai envie de dire. Merci. D'ailleurs, tu en prépares un deuxième Joker. Joker. Ok. Voilà, mais t'as compris quoi. Voilà. Ok. Donc, il y a ce soir, on a décidé de parler du sport et des dessous du sport. Alors, le sport, évidemment, avec tous ses aspects, parce que le sport, c'est pas anodin, c'est ça qu'on va Absolument. voir. Qu'il n'y a pas, oui, c'est bien beau, c'est vrai, le petit jeu, allez, comme on dit, on court après un ballon peut-être, mais il y a des implications et des enjeux énormes derrière. Et comment Énormes. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et je suis ravi d'être de nouveau là parmi vous. Parce que je vois que vous faites vraiment un travail de longue haleine, vous et d'autres médias alternatifs, et je suis plus que honoré d'être là parmi vous ce soir. Nous aussi, c'est un plaisir à chaque fois. Et surtout, ça fait plaisir de voir des gens qui travaillent, qui mouillent le maillot, qui sont sur le terrain, qui s'impliquent, plutôt que de voir, malheureusement, pas tous, je ne mets pas tous les internautes dans le même sac, plutôt que ceux qui tout le temps ne sont bons qu'à commenter, assis derrière leur écran d'ordinateur, bien au chaud à la maison, quoi. Voilà. Mais, donc les gens ont le droit de regarder, mais s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus constructif, ça ferait du bien à tout le monde. Voilà. C'est clair. Alors, pourquoi j'ai voulu, je t'avais proposé ce thème, les dessous du sport. Je vais commencer par un événement qui m'avait marqué lorsque j'étais enfant. Désolé, je parle beaucoup de l'enfance, souvent ça m'arrive d'être un peu nostalgique, bon, on se refait pas. C'était lors de la Coupe du Monde 94, qui avait lieu aux États-Unis. Ouais. Et c'était au premier tour, je ne vais pas rentrer dans les détails du foot, parce qu'il y en a peut-être qui ne s'intéressent pas spécialement au foot, mais c'est un événement qui dépasse. Là, c'était vraiment. Ça fait sortir, ça déborde du cadre du sport. Et là, à ce moment-là, cet événement m'a fait comprendre que le sport, c'est pas que pour s'amuser. Et plus particulièrement, le foot, il y en a qui ne jouent pas au foot que pour s'amuser. Cet événement m'avait fait perdre la naïveté que j'avais. Donc, c'était la Coupe du Monde 94, et a eu lieu un match entre la Colombie et les États-Unis. Tout à fait. Un joueur colombien, ça arrive, qui s'appelait Escobar, j'ai oublié son prénom, pas Escobar, le trafiquant de drogue, mais ce genre de foot s'appelait Escobar, a malencontreusement marqué un but contre son camp. Tout à fait. La Colombie avait perdu un premier match. Là, la Colombie perd un deuxième match contre les États-Unis, en partie à cause de ce joueur, le pauvre. Ça arrive, il n'a pas fait exprès. Après, il y a encore un autre match. La Colombie est éliminée de la compétition dès le premier tour. Et ce joueur colombien, une fois rentré chez lui, quelques jours après, on est encore en pleine Coupe du Monde, mais comme les équipes qui perdent au premier tour rentrent chez elles, même si la compétition continue. Et ce joueur colombien, devant sa famille, est assassiné par la mafia locale, parce qu'elles avaient perdu d'argent avec des paris sportifs. En gros, ils ont dit, voilà, tu nous as fait perdre du pognon. Mais c'était vraiment sordide et atroce. Quand vous voyez la description, vous regardez sur Internet, vous pouvez taper même l'annonce des journaux à l'époque. Ouais. Et moi, j'avais vu, je me rappelais de cet événement. Enfin, vraiment, on avait vidé le chargeur sur lui, quasiment. J'ai plus les détails et tout, mais c'est vraiment sordide. Et voilà, moi, j'avais 9 ans à l'époque, je vois ça, je dis, ils l'ont tué pour du foot. J'ai compris qu'il y avait autre chose. Voilà, les paris, la mafia, la pègre, c'était vraiment très sommaire et très vague dans mon esprit. Après, plus je grandissais, plus j'ai vu que la corruption dans le sport, le dopage, l'argent, les sponsors,
tout ce qui est autour du sport, bon, il y a eu France 98 qui est passé par là, puis comme souvent on brûle ce qu'on a détesté, on jette le bébé avec l'eau du bain, on est passé, l'équipe de France était au firmament de la popularité dans l'opinion publique, on pensait qu'on allait résoudre tous les problèmes de la France grâce au foot et à la génération Black Blamber, même dans les sports en général, mais plus, pourquoi le foot? On va souvent revenir au foot, parce que le foot est le sport le plus populaire dans le monde, le sport le plus pratiqué. Donc l'équipe de France de foot qui était au sommet de la popularité est devenue quasiment, dans les années 2000, 2010, le summum avec Naïsna et la Coupe du Monde en Afrique du Sud est devenu détesté, ouais. complètement discrédité, même si là, bon, maintenant ça s'est un petit peu arrangé, un peu redoré son blason, mais voilà, cette image un peu de voyou, de mauvais garçon, de gens trop gâtés, elle n'a pas réussi complètement à s'en débarrasser en fait. Voilà, donc et aussi montrer la place qu'a le sport, qu'a eu le sport à travers l'histoire, et la place qui est quasiment incontournable qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Cette façon un peu, cette place que je trouve excessive qu'occupe le sport dans les médias. T'ouvres le journal, souvent quand il y a une compétition, voilà, là en ce moment on est en pleine Coupe du Monde de rugby, c'est pas le foot mais c'est pareil, mais je n'ai rien contre le sport en tant que tel, hein. Il ne s'agit pas de faire un carton sur le sport ce soir, il ne s'agit pas de critiquer ceux qui font du sport, je pratique moi-même, je fais moi-même un peu de sport, voilà, en tant que loisir, en tant qu'activité, il m'arrive de regarder le sport à la télé, un peu comme beaucoup de gens, mais de là en faire le moteur principal de sa vie, qu'on voit le hooliganisme ou ce genre de choses, que parfois il y a des morts, des échauffourées, des bagarres entre supporters, qu'on voit ce que le sport peut produire chez certains, on va essayer de se poser la question, enfin voilà, quels sont les ressorts qu'il y a autour de ce phénomène. Ouais. Surtout qu'il y a moi, pour le sport, j'ai l'impression de plus en plus, mais ça, tu vas nous en parler, c'est de voir cette dimension politique du sport. Il y a un volet politique extrêmement puissant, géopolitique et social, qui est absolument prédominant, et dans notre époque, qui a pris une importance considérable, évidemment, avec la médiatisation, l'importance mondiale, j'ai envie de dire. C'est presque, pour moi, une espèce de deuxième bataille qui peut jouer sur les terrains de sport et qui se joue après des fois sur le terrain diplomatique, mais le sport étant un espèce d'aspect de peut-être revers de cette médaille des fois, je sais pas comment on peut dire. Le sport n'a, depuis l'ère moderne surtout avec l'arrivée des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, et puis dans les années 30, c'est toujours des Français hein, bizarrement, que ce soit Pierre de Coubertin ou Jules Rimet pour la Coupe du Monde, c'est Jules Rimet qui avait eu l'idée de faire la Coupe du Monde de football, la géopolitique est jamais très loin. La rivalité nationale, les contextes locaux sont jamais très loin. Je me donne un petit exemple. En 82, il y a la guerre des Malouines entre l'Argentine et l'Angleterre. On le rappelle, hein, en anglais on dit les îles Falklands. Ouais. Les îles sont des îles qui sont près des côtes argentines et que l'Argentine a toujours revendiquées. En 82, l'Argentine les envahit. Margaret Thatcher déclenche une riposte et les Anglais reprennent le contrôle de ces îles. Ouais. En 86, lors de la Coupe du Monde, la fameuse main de Maradona, lorsqu'il avait marqué un but de la main, il avait dit que c'était la main de Dieu. La main de Dieu. Et que l'Argentine avait gagné 2-1. Il y a eu des grosses bagarres entre supporters dans les tribunes, puisque ça faisait à peine 4 ans que la guerre avait eu lieu. C'était très jusqu'à maintenant, quand il y a Argentine-Angleterre. Argentine-Angleterre, ça reste tendu. Ça reste tendu, hein, ça reste tendu. Nous, on se rend pas compte, mais ils ont une relation très problématique depuis cette guerre des Malouines. Absolument pas réglé. Ouais, donc oui, pour montrer que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, un peu la propagande, même si on aimerait que ça se passe aussi un peu comme ça, que ce soit un peu dépassionné, qu'on dit, quand il y a match de foot, on dit ça va, c'est que du foot. Pour certains, non, c'est pas que du foot. Et pour d'autres gens au lieu, non, ce n'est pas que du foot. Et ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, on le voit, puisque j'ai envie de dire, avec l'achat souvent, on en parlera aussi de ces grandes équipes sportives par des intérêts étrangers, etc. Il y a toute une géopolitique qui se joue dans ces achats, que ce n'est pas anodin tout ça. Le sport est un des aspects du soft power. Il y a une diplomatie du sport. Ouais. Certaines inégalités qu'on retrouve dans le monde dues au rapport de force entre États qui sont souvent inégalités puisqu'il y a des pays qui sont plus puissants que d'autres. On retrouve ce même déséquilibre, ces mêmes inégalités dans les compétitions de nos jours. Je m'explique. Par exemple, je donne un exemple, imaginons que la Namibie, qui est un pays très puissant géopolitiquement, affronte, l'Italie lors d'une Coupe du Monde. Imaginons qu'il y a un but litigieux, que ce soit un but italien ou un but de la Namibie. Très souvent, il y a 90% de chances que ce soit la Namibie qui soit lésée.
au profit de l'Italie. Parce que même tu prends la géopolitique mondiale, l'Italie est un pays plus puissant, même si l'Italie n'est pas une superpuissance, l'Italie est quand même un pays plus riche et plus puissant que la Namibie. Eh bien, s'il y aurait un litige, il y a de fortes chances que le litige soit en faveur que ce soit l'Italie qui l'emporte et que ce soit la Namibie qui soit lésée. Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête, parce qu'il y a certaines choses qui parlent aux gens qui nous regardent ce soir, mais voilà, quand il y a des litiges, quand il y a des conflits, voilà, des qualifications un peu douteuses, c'est souvent les pays riches ou les pays forts dans ces sports-là qui vont s'en sortir et obtenir gain de cause au détriment de nations, on va dire, moins favorisées, souvent plus pauvres en fait, sur le plan géopolitique. D'accord. Alors comment ça a commencé ce développement du sport? Parce qu'au départ, le sport, bon, on connaît les fameux Jeux Olympiques grecs. On va remonter, oui. Voilà, il faut monter à la genèse, j'ai envie de dire. C'est quoi? Ça commence là à peu près le sport, on va dire? Enfin, nos plus vieilles traces, c'est ça? Les plus vieilles traces dont on dispose. Parce qu'on n'est pas sûr, parce que depuis les temps immémoriaux, je pense, l'homme, parlant en général, c'est pas pour faire le début des dissertations comme on vous a dit, c'est de tout temps l'homme, mais pour, on va dire, je n'ai pas envie de tomber dans des banalités, mais pour adoucir un peu son quotidien et rendre peut-être sa vie un peu moins rude, l'être humain, on peut pas expliquer comment, on peut pas savoir chez qui c'est né en premier, a toujours eu ressenti un peu ce besoin d'inventer des jeux, de se distraire, des activités physiques, ou voilà, de rendre son quotidien un peu moins rude, un peu plus doux, d'oublier un peu la dureté du quotidien. Mais on peut pas parler de sport encore à ce moment-là, parce que au niveau de distraction, il n'y a pas que le sport, il y a aussi les jeux comme les échecs, les dames, voilà, il y a plusieurs choses. La chasse pouvait être, et souvent c'était quelque chose qui venait de l'élite. Par exemple, les serfs, quand on regardait au Moyen-Âge en France, le braconnage était très sévèrement puni. Puni, ah oui. Mais pour revenir aux Jeux Olympiques grecs, qui étaient vraiment les plus vieilles, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on pense aux temps anciens, il y a une dimension sacrée autour. C'était quoi? C'était dédié aux dieux d'ailleurs? Oui, sur le mont Olympe, c'est pour ça qu'on parle après de Jeux Olympiques, il y avait des offrandes qui étaient faites, il y avait c'était tous les 4 ans aussi, il y avait des trêves entre les différentes cités grecques, elles s'abstenaient de tout conflit durant cette période-là parce que c'était considéré comme une période sacrée, et elles s'affrontaient sur le terrain dit plus noble, au lieu de se faire des guerres et de se tuer, elles s'affrontaient sur le terrain de l'affrontement, chaque cité s'envoyait des champions, soit au niveau de la course, de la lutte, enfin, il y avait toujours un peu de dimension sacrée autour de ces événements-là. Sous la Rome antique, c'est un peu pareil. Lorsqu'il y avait les fameux jeux du cirque, c'est pas juste comme ça. Bon, très très vite, il y a eu ce rôle de donner un peu à manger au peuple. Tu connais la fameuse phrase de Juvénal, l'auteur satirique romain, qui disait « panem et circenses », du pain et des jeux. Mais il y avait aussi un peu on faisait des offrandes aux dieux, c'était pas juste du sport donc il y avait une dimension en fait, religieuse. Un peu sacré quand même. Un peu. D'accord. Mais très vite, un peu ça, enfin pas immédiatement, mais ça peu à peu, cette part de sacré a peu à peu reculé au profit d'une part un peu plus profane, on va dire. Au Moyen-Âge aussi, il y avait très vite avec le développement du commerce, avec les foires dans les villes d'Europe du Nord notamment, il y avait aussi les carnavals, que ce soit le carnaval de Venise, les carnavals dans le nord de la France, voilà, dans le nord de l'Europe. Et très vite, un peu cette dimension, c'était pas du sport à proprement parler, mais c'est pour parler d'activités un peu en dehors du travail en fait. Activité qui peut permettre on va dire au peuple, à la population de se distraire un petit peu en fait. Donc tout le long de l'histoire au Moyen-Âge, il y a eu un peu cette présence d'activités qu'on peut de près ou de loin rattacher au sport, avec les luttes, avec la fête, je ne sais pas si certains connaissent la fête du Palio, je ne sais pas si je prononce bien le mot, à Sienne en Italie. C'est une fête très connue qui a eu lieu au mois d'août chaque année. Vous tapez Sienne, S-I-E-2-N-E, c'est une ville, Siena en italien. Il y a la fête du Palio. Vous trouvez chaque année, c'est une fête avec je connais pas très bien la fête en détail, mais c'est une fête qui a lieu depuis très très longtemps et qui participe un peu au folklore local en fait. Et les sports qu'on retrouve dans l'Antiquité, donc on va dire quoi, il y avait déjà le javelot, le disque, le lancer de marteau, la lutte, etc. Oui, la course. C'est ça qu'on retrouve ensuite après aussi au Moyen-Âge, ça se perpétue ou c'est des nouvelles choses? Non, elles sont un peu oubliées quand même. Ces sports-là sont des nouveaux sports qui arrivent. On rappelle pour le marathon qui a lieu chaque année encore jusqu'à nos jours, c'est ça qui est fou, que quelque chose qui soit apparu il y a plus de 2000 ans existe encore aujourd'hui.
Enfin, je sais pas moi, ça me fait quand même, enfin, pas dire des frissons, mais je me dis, c'est dingue que cette chose soit perpétuée, en fait. Bon, on rappelle, la bataille de Marathon, c'était une bataille navale que les Athéniens ont remportée sur les Perses. Et il y avait un coursier, un Athénien qui s'appelait Spiridon, qu'on a envoyé pour apporter le message, qui a couru 42 km, la distance à peu près du marathon aujourd'hui, et qui est mort d'épuisement. Ouais. Bon, je sais pas si certains disent que c'est une légende ou pas, mais voilà, le fait est que c'est pourquoi, jusqu'à nos jours, en son hommage, on court le marathon. Oui, tout à fait, oui. C'est quand même extraordinaire. C'est vrai. Voilà, moi je trouve ça me fascine le fait que cette pratique reste jusqu'à aujourd'hui. Il y a le marathon de Paris, il y a le marathon de Londres, le marathon le plus fameux parce que c'est ça qui peut-être agace un peu aujourd'hui. Le marathon le plus the place to be, on va dire entre guillemets, c'est lequel? C'est le marathon de New York. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça, c'est quelque chose qui vient de la Grèce. Mais oui, pour répondre à ta question, non, ces activités-là, que ce soit le lancer de javelot, le disque, la lutte ou la course, c'est pas ce genre d'activité qu'on va voir au Moyen-Âge. Mais là, on parle que de l'Occident, mais que ce soit chez les Amérindiens, dans la Chine ancienne, chez les Hindous, Chinois, etc., même en Orient et tout, il y a un peu des activités qui, un peu mélangées, empreintes de sacré, mais aussi de profane, à côté, auxquelles on assiste lors de fêtes. Il y a des activités comme ça auxquelles le peuple peut assister. Pour les activités qui sont empreintes de sacré, c'est plus réservé à une élite. Mais pour les fêtes un peu plus profanes, c'est accessible un peu au plus grand nombre, on va dire. Par exemple, en Orient, les arts martiaux, on considère ça comme du sport ou il y a quelque chose, il y a une autre dimension? Parce qu'on sait, les moines Shaolin, ils vivent dans des monastères. C'est un peu plus sacré, ça. C'est sacré aussi. C'est plus sacré, ça. Donc il y a vraiment cette dimension sacrée de base. Dimension sacrée, oui. C'est pas juste comme ça pour gagner une médaille, une coupe ou je ne sais quoi. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est codifié, c'est réglementé, enfin je veux dire, c'est pas n'importe qui peut pratiquer ça au départ. Pour les activités, encore une fois, pour ce qu'on peut qualifier de sport, et empreinte de sacré donc, et non, vraiment ça c'est plus réservé à une certaine élite. Ça veut pas dire élite financière. Aristocratie, ça veut pas dire l'argent. Les nobles avec les perruques, c'est un peu la caricature, l'image qu'on s'en fait, les poudrés sous le règne de Louis XV, Louis XIV ou Louis XVI. Non, c'est pas ça là. Aristocratie, ça veut dire entre guillemets, les meilleurs. Les meilleurs, le sens original. Après, forcément, il y a toujours des dérives et ça, il y a un peu une décadence, donc après ça devient par l'argent ou quoi, mais non, quand on dit donc ça c'est important, donc ça veut dire que vraiment il y a eu, au départ, tout ça est quand même très lié à des rites et à du sacré, que ce soit en Europe, partout, partout, en Orient, partout. En Amérique, il y a toujours cette dimension sacrée quand même. Chez les Sumériens, non, il y a en Amérique avant, ça s'appelle l'Amérique précolombienne, parce que avant l'arrivée, ça me fait toujours rire quand on dit découverte. Des découvertes. Il est tombé comme ça, Christophe Colomb est arrivé, voilà, l'Amérique est là, voilà, non. Donc dans l'Amérique, avant que les Européens arrivent, oui, il y avait des activités, un peu des distractions. Vraiment, chaque peuple, ça c'est ce qu'on peut retrouver chez n'importe quel peuple sur Terre. Chaque peuple a, chez les Mongols, je veux dire, l'exercice de la chasse ou de lutte. Le polo, c'est pas les Anglais. Le polo, c'est pas les Anglais, oui, ça je le savais. Ça, on regarde, c'est les Anglais. Non, ça vient d'Asie centrale. Ça vient d'Asie centrale, ouais, visiblement. Ils jouaient, il paraît que même le foot viendrait de Chine. Alors je sais pas, c'est ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas. Ça, je pourrais pas. Mais qu'ils avaient déjà les ballons, je sais pas quoi, il y avait le pré-foot, quoi. Bon, alors je sais pas. Pour les échecs, bon, c'est pas du sport, mais je veux dire, activité de loisir, c'est venu d'Inde. Ouais. Après, via les Arabes, par la Perse, par l'Iran, puis après par les Arabes, et ensuite, lors des croisades et de la Reconquista, ils ont transmis un peu aux Européens. Voilà. Puis c'est arrivé chez les Russes aussi, qui sont devenus les maîtres en là. Ouais, c'est le roi, c'est ça, en arabe. Quand on dit échec et mat, ça vient de l'iranien et de l'arabe. Ça vient de l'iranien Shah. Shah, c'est le roi, voilà. Et Met en arabe, ça veut dire mort. Shah Met, le roi est mort. Ouais. Parce que pour ceux qui connaissent les échecs ou qui ont déjà joué, lorsque l'un des deux adversaires a pris le roi de son adversaire, il gagne la partie. D'où échec et mat, Shah Met, le roi est mort. Voilà. Ça, faut le savoir. Donc, oui, après, est-ce que le foot, pour répondre à ta question, je sais pas, je pourrais pas dire si le foot vient de Chine ou pas, mais voilà, donc pour un peu ce bref panorama, parce qu'on va pas, je suis pas assez connaisseur pour faire toute l'histoire, mais voilà, pour rappeler un bref panorama très très large. Mais ça pose bien quand même les bases qu'il y a au départ quand même cette dimension religieuse, rituelle, sacrée, qui est pas, donc, parce que tout ça va quand même dériver après à partir... Il y a une dimension sacrée et profane, mais
De nos jours, limite, il y a une dimension toujours sacrée, mais plus idolâtre. Hein, mais c'est ça que pas pareil. on va y venir, parce que pour moi, on y reviendra, mais c'est pas effectivement dans le même sens, oui. Parce que, alors, le grand basculement, parce que on va dire que, voilà, donc ce sport, il évolue, mais il y a quand même, à un moment donné, on va dire, là où le sport moderne, tel que nous, on le conçoit, c'est quoi? C'est le 19e siècle, on va dire. Alors, on va donc j'ai parlé des jeux dans l'Antiquité, le Moyen-Âge avec les foires, au XVIe siècle, à la Renaissance, il y a des jeux de bal, on a des tableaux comme ça, je ne sais pas si vous connaissez le tableau de Dürer, jeux d'enfants, on voit des enfants jouer, on peut distinguer certains personnages. Les jeux de paume en France, je connais pas, il y a aussi le jeu de paume, les jeux de raquettes. Des enfants qui jouent avec des balles, oui, les jeux de paume. C'est connu dans l'histoire française, dans l'histoire nationale, le serment du jeu de paume, le fameux serment du jeu de paume qui a eu lieu en 1789 après l'échec des États généraux. Ça a eu lieu dans une salle du jeu de paume. Je ne sais pas si certains ont vu le film Les Années-Lumière, film qui est sorti en 89 au moment du bicentenaire. Si j'oublie le nom du réalisateur, mais c'est un film qui a été fait en deux parties. La première partie, Les Années-Lumière, qui commence de 1789, donc au moment de la réunion des États généraux, à 1792. Et la deuxième partie, Les Années terribles, 1793, donc au moment de l'exécution de Louis XVI, jusqu'à la chute de Robespierre. Et ben dans la première partie, Les Années-Lumière, on voit que lorsque les députés veulent se réunir au jeu de paume, on les voit qu'ils virent à coups de pied dans le derrière, on va dire, hein, des nobles qui jouent au jeu de paume en fait. Petite anecdote, est-ce que vous connaissez un peu l'expression « les enfants de la balle » ? Ça vous dit rien cette expression ? Moi, ça me dit rien. Quand on parle des enfants de la balle, c'est pour désigner des enfants d'eux. Ouais. Soit dans le domaine artistique ou autre. En fait, d'où vient cette expression les enfants de la balle? Parce qu'autrefois, les propriétaires, les maîtres qui fabriquaient les instruments de raquettes, de balles, transmettaient cette charge à leurs enfants, d'où le mot enfant de la balle. D'accord. En fait, ils transmettaient cette charge-là, cet apprentissage-là à leurs enfants de fabrication d'instruments, de gestion, un peu si on peut dire, de cette activité. Et c'est pourquoi on disait enfant de la balle. Et aujourd'hui, quand on dit enfant de la balle, quand on parle des enfants d'eux dans le cinéma, ou dans la chanson, ou dans d'autres domaines comme ça, où il y a le phénomène des filles et fils d'eux qui se développe, ce que je trouve moi assez, pas dire inquiétant, mais sur lequel ça mériterait qu'on s'interroge en fait. Mais quand tu me dis, alors c'est justement que c'est quand même une élite qui pratique les sports, parce qu'il faut quand même avoir du temps, il faut avoir... Non, c'est plus une élite, mais... Malgré ses défauts, l'Ancien Régime, je ne suis pas là pour réhabiliter l'Ancien Régime, je ne suis pas un partisan ni de la monarchie ou quoi, mais le fait est qu'il y avait plus de fêtes populaires, les fêtes les fêtes de la Saint-Jean, les fêtes liées aux récoltes, liées à toutes ces choses-là, aux fêtes religieuses, lors de fêtes paysannes et autres. Faut oublier que l'écrasante majorité de la population française, même jusqu'au début l'écrasante majorité jusqu'à la fin même au 19e, est rurale. Le premier secteur d'emploi en France, c'est le secteur agricole. Donc, lors de fêtes locales, il y a moyen, il y a possibilité pour le peuple de se distraire et de s'adonner à certaines pratiques qu'on pourrait, de près ou de loin, rattacher au sport en fait. D'accord. Mais tout va changer véritablement. Ah oui, la boxe née au XVIIIe siècle aussi. En France, il y a ce qu'on appelle la savate, mais la boxe anglaise, elle commence à se codifier, à avoir des règles à partir du XVIIIe siècle, en Angleterre. Donc on peut dire qu'avant, on est quand même dans du sacré, dans des rites, et aussi donc le sport, mais qui est quoi, une activité ponctuelle ou régulière? Parce que tu vois, je vois tout ça, ce que tu veux dire dans les fêtes, par exemple, les gens qui vont monter à un truc, on sait qu'il y a des traditions, même je sais en Écosse, où ils jettent les troncs d'arbres, etc. Voilà, les courses dans la boue, des courses dans la boue. Bon, tout ça, on peut l'assimiler quand même de loin à du sport. De près ou de loin, oui. Voilà, en tout cas des activités physiques, sportives, on va dire. Tout ce qui est pas qui sort du cadre du travail. Qui sort du cadre du travail, voilà. C'est pas fait pour gagner sa vie, ça, à ce moment-là. C'est chez le peuple, et par contre, Lady, tu as raison de le dire, il y a des activités régulières. Le tennis, la natation, ce qu'on peut appeler la natation. À l'époque, tous les gens, ils n'allaient pas à la piscine. Hein. Les nobles, où ils se baignaient, ils allaient, c'est pas à la plage, mais sur les thermes chez les Romains, ou les bains turcs, les hammams en Orient. Il fallait... C'était mine de rien pas accessible à tous. Hein. Alors les hammams en Orient, il y a plus la tradition du bain parce que pour des raisons climatiques, hein, parce que comme il fait très chaud, c'est toujours important d'avoir un accès à l'eau. Mais pour l'élite, il y a certains sports qui sont vraiment accessibles qu'à une élite.
Le kidam ne peut pas, une personne lambda ne pouvait pas avoir accès au sport que pratiquait l'élite encore. Parce que fallait avoir le temps, quoi. Le temps, oui, bien sûr, oui. Les gens, ils travaillaient tous les jours, sinon ils pouvaient... Travailler au champ tous les jours, c'est difficile. Ouais, que ce soit au champ, même les ouvriers ou ceux qui vivaient en ville, les artisans, les petits commerçants, ils avaient pas le temps, ils avaient franchement pas le temps de s'adonner à une pratique régulière du sport, on va dire. D'accord. Donc c'était lors, voilà, comme tu disais, donc de fêtes populaires, à des moments ponctuels, c'est dans ces moments-là qu'on pouvait pratiquer. Donc aspect sacré, aspect profane. Pour l'aspect sacré, il y a codification, donc réglementation. Puis pour plus profane, un peu plus irrégulier. Lors des fêtes, si, c'est quand même régulier, mais voilà, c'est pas, on peut pas dire non plus que ce soit généralisé à travers tout un peuple, vraiment de A à Z, quoi. C'est pas de 7 à 77 ans, on va dire. Mais là va arriver vraiment le 19e siècle, avec le développement des loisirs, surtout après la révolution industrielle, où là le sport va peut-être un peu plus commencer à quitter le domaine de l'élite pour se répandre de plus en plus au niveau de la population, en fait. Et c'est à partir du 19e siècle vraiment que le sport, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme, mais on va dire se démocratise. Et se répand un peu plus au sein de la population. Au sein de la population. D'ailleurs, c'est qui? C'est les Anglais qui ont inspiré cette tendance, qui sont les plus en avant Les plus en avant, les premiers à le faire, oui, c'est quand même, on va dire, un peu plus les Anglais. C'est pour ça qu'on a hérité de tous ces mots. Tennis, football, basket, rugby, volleyball. Mais oui, comme ce sont eux, comme la révolution industrielle est née en Angleterre, forcément, comme c'est eux qui sont en avance là-dedans, ils sont forcément aussi en avance au niveau du sport. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on passe donc grâce à nos chères lumières, on passe à la révolution industrielle, comme c'est la bourgeoisie qui s'empare vraiment du pouvoir, on assiste à une régression au niveau de la vie et de la condition sociale du peuple, avec le travail des enfants, dans les mines, contrairement à une idée reçue, hein, à ce moment-là, sur le plan idéologique, c'est vraiment la gauche qui est au pouvoir à ce moment-là. Donc le libéralisme, tout ça, ça vient de la gauche. Les enfants dans les mines, vraiment le peuple qui est dépossédé, l'exode rural, dépossédé de sa terre et travaille dans l'industrie. Là vraiment, je ne sais pas si on se rend compte, mais la condition sociale des ouvriers français dans les années, on parlait de ce qui nous intéresse, ou des Anglais dans les années 1830 ou 40, c'est effroyable, c'est inimaginable. Je ne sais pas si certains... Moi, ça m'arrivait quand je regardais dans les livres d'histoire qu'on avait au lycée, au collège, qu'on voyait les témoignages de certains fonctionnaires bienveillants qui faisaient des enquêtes, qui décrivaient vraiment la condition. Mais les femmes qui travaillent de nuit, enfin, si c'est ça le progrès, si c'est ça les lumières, excusez-moi. Et les premiers à s'intéresser vraiment à une hygiène, à militer un peu en faveur d'une meilleure condition pour les ouvriers, une meilleure amélioration de leur quotidien, de leur sort, et de ne pas être uniquement esclaves de l'outil de production, c'est pas Marx, hein. C'est même si après c'est devenu la doctrine sociale de l'Église, mais c'est plus des gens de droite qui se sont intéressés à ça. Ça c'est un fait, ça veut pas dire que moi je suis de droite ou pas, moi je me inscris pas dans le clivage droite-gauche, je vous le dis tout de suite. Moi j'aime pas ce clivage, quoi, mettre des étiquettes sur les gens. Mais c'est plus des gens qui viennent de droite, que ce soit Albert Demain ou des choses comme ça, même tout au long du 19e siècle, les pays qui vont vraiment commencer à adopter des législations sociales très protectrices pour les ouvriers, c'est l'Allemagne de Bismarck. C'est l'Allemagne de Bismarck, oui, tout à fait. Oui. Bon. Ça, c'est vrai. Mais donc oui, c'est les associations, par exemple, populaires chrétiennes ouvrières qui vont développer un peu ce phénomène des colonies de vacances, voilà, de faire des associations ouvrières. Et très vite, il y a un sport qui va commencer petit à petit à se détacher, le rugby, mais surtout le football. Le football. Le football, vraiment, c'est vraiment quelque chose de populaire. Pourquoi cette popularité du football, plus que les autres? La facilité du jeu? Voilà, je crois souvent c'est l'argument qu'on avance, mais je crois que c'est vrai, oui. Parce que même dans les pays pauvres, les gens ils jouent avec un caillou, c'est bon, ils jouent au foot. Hein. Ils prennent une grosse pierre, ou je sais pas, ils prennent un chiffon, ils mettent dans un sac plastique, ils l'enferment et tout, ils le lancent, et voilà, c'est un ballon de foot pour eux. Parce que le tennis, il faut une raquette, le golf, même pas en rêve, l'équitation, ça coûte cher, le polo, le volleyball, bon, tu peux faire des passes comme ça avec les mains, mais il faut un filet si on veut vraiment y jouer. Le foot, non. Le foot, c'est un chiffon, ça fait un but. Tu mets un caillou, même je sais pas si t'as été enfant toi aussi, quand on était à l'école en primaire, on prenait des manteaux, on mettait par terre et ça faisait les buts. Quoi. Voilà, tu vois, bien sûr. Mais alors donc les Anglais, parce qu'ils jouent un rôle quand même
assez déterminant dans ce développement et dans cette notion du sport moderne tel qu'on la connaît. Ils vont imposer les règles, parce qu'il n'y avait pas de règles non plus avant, parce qu'avant les règles... Oui, c'est un peu... voilà, j'ai envie de dire, bon, chacun fait certainement il n'y a pas vraiment de règles. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles, un peu... Les sports modernes, vraiment leur codification, c'est au 19e siècle. Là, ça va être très précis, on va mettre des règles, c'est comme ça, on joue... Le rugby, le football, le tennis, tout, jusqu'à aujourd'hui. Quand au foot, on dit corner, alors que ça veut dire coin, on dirait coup de pied de coin si on devait vraiment être juste, mais l'influence anglaise jusqu'à aujourd'hui, quoi. Oui, parce qu'ils ont inventé toutes les règles, donc forcément tout le vocabulaire est resté, tout est... Absolument. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà, justement, parce que tu en parlais, par rapport à la condition ouvrière née de cette révolution industrielle, dans le sport, le moyen de soi, alors, je me pose la question, échapper à sa condition, peut-être qu'on n'en est pas encore là, mais tout au moins atténuer et oublier cette propre condition ouvrière. C'était ça, très oui. malheureuse, Oui. d'accord. Donc genre, tu vas à l'usine, puis après, tu vas tirer les anneaux et faire des barres parallèles. Enfin, non, il n'y avait pas ça. J'exagère, mais je caricature volontairement. On va dire pour se défouler, on va dire. Ouais. Mais, c'est petit à petit... que le sport aussi, que cette idée a fait son chemin, que le sport pouvait participer à l'hygiène de vie de l'ouvrier ou du peuple, on va dire. Vous connaissez la locution latine, je ne pourrais pas vous la dire, je n'ai pas fait de latin, mais l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Voilà, exactement. Ça a été repris après par ces associations-là, ouvrières, chrétiennes, puis après, socialistes aussi. Je n'ai pas dit que c'était le monopole ou l'apanage d'un camp ou d'un autre. Mais un peu cette idée que, voilà, il faut que le peuple aussi a le droit de se distraire, d'avoir un peu ce qui est positif en soi, de dire, voilà, il ne va pas que travailler et tomber dans l'alcoolisme et boire de l'absinthe. Ça faisait des ravages tout le long du 19e siècle chez l'ouvrier, chez les ouvriers. Voilà, les familles éclatées, abandonnées. Je vous renvoie à des romans comme L'Assommoir de Zola, qui décrit très bien cette atmosphère-là, ou Germinal, par exemple, aussi. Oui, du coup, petit à petit, cette idée se fait que voilà, le sport se répand, puis même, voilà, je pense que souvent les ouvriers, ils attendaient peut-être pas forcément l'autorisation de leur maître pour leur dire s'ils devaient s'amuser ou pas. Le peuple, très vite, l'être humain, il a besoin pour oublier sa misère, soit c'est boire, soit aller prostitution, voilà, bon, on m'avait compris, ou alors, le sport très vite, ça dit, ou se battre, se retrouver dans des arrière-fonds et se défouler un peu, on va dire Fight Club avant l'heure, mais je sais pas si vous connaissez ce fameux roman américain, j'ai oublié le nom de l'auteur, Chuck Palahniuk, enfin je prononce très très mal son prénom je pense, mais qui a été adapté au cinéma avec Edward Norton et Brad Pitt. Je sais pas si tu connais ce film Fight Club. Ah bah oui, bien sûr. Donc voilà, mais souvent il y a le combat, la baston, c'est aussi un moyen des fois pour certains de se défouler. Ça peut paraître surprenant, mais c'est ainsi. Souvent il y en a dans ce qu'on appelle les bas-fonds. Je dis ça sans mépris ou quoi, c'est un fait, voilà. Mais à côté du sport, il y a ça aussi, mais peu à peu le sport va prendre une place un peu plus importante, va se développer et va peu à peu devenir incontournable. Et comment se constituent justement les premières ligues, les premières... puisque ça me fait penser, alors peut-être à tort, à raison, je sais pas, mais tu sais, un peu à des guildes, un peu finalement les ligues de sport. Est-ce qu'on peut comparer ça justement avec les guildes jadis, ce qu'on a appelé aussi après les coopérations, les corporations, pardon. Les sports, pour venir au rugby, au foot, c'est né aussi dans, c'est né dans les universités. Toujours l'impulsion part d'en haut, puis après très vite c'est la base qui reprend. Mais pour le foot, le rugby, c'est né dans le collège de rugby en Angleterre. Il y avait un collège pas au sens français, un collège au sens universitaire. Non, c'est dans ces universités souvent qui créent des clubs. D'accord. Et les premiers clubs à être créés, longtemps avant, c'est les Anglais. Petite question, quel est le premier club, le plus ancien club de foot en France ? C'est le club du Havre, la ville du Havre. La ville du Havre. Pour quelle raison ? Pour des raisons géographiques, parce que le Havre, c'est pas très loin de l'Angleterre. Ah ouais, tout à fait. Le plus vieux club de foot en France, c'est le club du Havre. Il était créé quand, à peu près ? Je pourrais pas dire la date, mais oui, voilà. D'accord. C'est un des rares clubs, c'est le club le plus ancien en France. D'accord. Parce que voilà, donc on sent Dédicace à Vicage Dorasso. Non, je rigole. on sent cette impulsion venue d'Angleterre, donc où il y a cette volonté, donc on comprend bien
hein, donc soit d'échapper vraiment à cette condition ouvrière, et donc le sport qui se développe. Et puis, donc toi tu dis que c'est autour donc, d'universités, c'est pour ça que ça va être codifié comme ça Oui, parce que c'est dans les universités, chez l'aristocratie, Chez l'aristocratie anglaise, parce que voilà, un homme bien né, un homme de bonne famille, doit pouvoir, c'était le rôle de l'aristocratie, c'est verser son sang pour le pays, l'impôt du sang, diriger, gouverner, et aussi savoir s'adonner une pratique, montrer qu'on est quelqu'un de cultivé, voilà, il ne faut pas que savoir écrire des poèmes et parler que de culture, mais aussi savoir aussi se dépenser autrement. Autrement, en fait. Voilà. Donc il commence à avoir une espèce de valeur sociale quand même à faire une activité sportive, à participer. C'est toujours bien vu de voir que les enfants de l'aristocratie étaient inscrits dans des clubs. Petit à petit après, le mot club, c'est anglais aussi, c'est pas un mot français. Donc oui, voilà. Donc on a parlé du foot, le rugby, le cyclisme, parce que très vite aussi... Le Tour de France, qui est né en 1900, c'est tout le vélo se développe peu à peu, et le vélo apparaît au 19e siècle, mais peu à peu l'idée comme ça les courses automobiles aussi, mais voilà, ces idées, peu à peu, donc tout le long du 19e siècle, on pense à améliorer le bien-être des ouvriers, il y a aussi une impulsion qui vient d'en haut de l'aristocratie, mais peu à peu va se ressentir le besoin donc de vouloir se faire affronter des clubs entre eux, des villes entre eux, et peu à peu des nations entre elles. Donc peu à peu, voilà, le Tour de France sera créé en 1903. Ouais, 1903, ouais, d'accord. C'est la compétition cycliste la plus... La France, c'est souvent... Il n'y a pas que l'Angleterre. Hein. Ouais. Les Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, un Français. La Coupe du Monde de foot, Jules Rimet, un Français. La course cycliste la plus fameuse dans le monde, c'est le Tour de France. La grande boucle. La grande boucle, c'est pas le Tour d'Espagne ou le Tour des autres pays. Je dis pas ça, il n'y a pas de mépris de ma part envers les autres pays, mais c'est le foot. Au niveau du tennis, ce qu'on appelle les tournois du Grand Chelem, parmi les 4 tournois, il y a l'Open d'Australie, l'US Open, celui de Wimbledon en Angleterre et Roland Garros. Petite parenthèse, Roland Garros qui n'a rien à voir avec le tennis. Hein. C'est un de ses amis qui a insisté après-guerre pour que le tournoi international de tennis en France porte le nom de son ami. Roland Garros, lui, c'était un as de la Première Guerre mondiale, pardon. C'est un aviateur français, un héros de la Première Guerre mondiale dans l'aviation, en fait. Il a rien à voir avec le tennis. Il n'a jamais touché une raquette. Absolument pas, oui, voilà. D'accord. Mais donc voilà, donc on a dit tout le long du 19e siècle, un peu se développe, le sport se répand un peu plus. Alors voilà, on rêvons pas, hein. J'ai pas dit que l'aristocratie qui gouvernait a dit oui, il faut améliorer le bon sort du peuple. Non. Elle l'a codifié, elle faisait ça dans son coin, mais très vite, ceux qui défendaient, qui se souciaient du sort des ouvriers, se sont emparés un peu de cette idée pour le répandre un peu au sein du peuple, du prolétariat, on va dire. D'accord. Donc voilà, le sport peu à peu a un peu cette fonction sociale qu'il n'avait pas avant. Et qui va continuer d'avoir par la suite. Et c'est quoi alors? Puisque bon, dans les universités on comprend, mais à quel moment aussi c'est quoi? C'est gratuit par exemple? Puisque bon, on voit bien quand même, il y a un côté élitiste quand même au départ, donc c'est pas n'importe qui peut pratiquer, donc ça reste quand même l'apanage quand même d'une certaine catégorie de la population. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le sport ou comment ça se passe? Progressivement, par exemple, que ce soit le tennis ou ce genre de sport ou l'équitation, voilà, ça reste toujours confiné, on va dire, au sein d'une certaine aristocratie. Mais pour ta question en fait, l'idée des cotisations, de s'inscrire dans un club et tout, non, au début c'était plus, il n'y avait pas ça encore, il y avait pas après la loi sur les associations, la loi de 1901 sur les associations, c'est à partir de là aussi que va se créer que vont se fonder des associations sportives. Enfin, ça va se généraliser, même si par exemple je parlais du club du Havre avant et qui a été créé avant. Mais vraiment, après, il va devenir... si des associations étaient créées avant cette loi de 1901, après, elles vont se fondre et se conformer à cette loi. En fait, la loi de 1901, elle n'a fait qu'entériner quelque chose qui existait un petit peu avant déjà. D'accord. Le fait des associations à but culturel ou autre et tout, ou d'utilité publique. Mais voilà, le sport peu à peu, même s'il se démocratise, il n'y a pas cette idée de cotisation, de payer, mais petit à petit, ça va se faire et ça va se développer. Et là, il va y avoir cette notion de payer, de participer aussi aux frais si on veut faire fonctionner un club, montrer qu'il faut mettre la main à la pâte aussi, en fait. Ouais, parce qu'il y a quand même des frais, j'imagine. C'est vrai qu'un vélo, il faut pouvoir acheter le vélo. Mais même si, par exemple, il y a une certaine élite qui s'adonne à ça, quand je dis que c'est populaire, c'est que le peuple vient y assister.
Donc le Tour de France, il n'y a pas besoin de payer une place. Les gens savaient tel jour ça passait dans leur village ou quoi, et ils regardaient quoi. Ils se mettaient, et c'était déjà formidable dans la presse, parce que tout le long du 19e siècle, la presse se développe, il y a ce qu'on peut appeler l'opinion publique qui se développe, et il y a les pages sport dans les journaux. D'accord. Qui commencent à arriver. Donc les gens lisent dans les journaux et s'informent sur le sport. À l'époque, ça faisait pas les grands titres comme ça en première. Quand il y avait pas des journaux sportifs, il n'y avait pas des journaux entièrement sportifs en fait. Mais par différents médias, le principal média encore à l'époque, c'est la presse. Donc avec la presse, voilà, ça se développe. Même si le peuple au sens large n'arrivait pas à pratiquer tous les sports qu'il voulait pour des raisons financières et pour des raisons de temps, il pouvait quand même malgré tout aller assister à certains sports. Les courses automobiles vont aussi apparaître à la toute fin du 19e, début 20e siècle, à la charnière, à la belle époque, ce qu'on appelle la belle époque. Vraiment, à la belle époque, c'est l'âge d'or vraiment du sport en tant que pratique populaire. Là, ça commence vraiment, c'est installé. Vraiment, c'est acté. D'accord. Dans les faits. Donc dès le début du XXe siècle, on peut dire ça, quoi. C'est ça qui veut dire. Vraiment, fin du 19e siècle, vraiment, ça commence vraiment. Et après, vraiment, là, au XXe siècle, là, c'est l'apogée. Les Jeux Olympiques modernes, par Pierre de Coubertin, sont créés en 1896. Et ont lieu à Athènes. Symboliquement. Symboliquement, on a voulu, même si à l'époque, il n'y a pas besoin de toutes les infrastructures qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas les sponsors et tout, mais voilà, comme ça a été créé symboliquement, on les a créés à Athènes. À l'idée donc celui de Pierre de Coubertin, et avec sa fameuse phrase, l'important c'est de participer. L'important c'est de participer, oui. Le fameux esprit de Coubertin qu'on critique d'ailleurs beaucoup. Mais... malheureusement, oui, pour certains, on va en parler encore à la fin, mais certains, c'est pas que du sport, quoi. C'est autre chose pour eux. On dirait leur vie se joue là-dessus. C'est un aristocrate. Voilà ce que j'allais dire. C'est un aristocrate. Donc c'est quoi un peu son objectif quand il veut recréer ces Jeux Olympiques, on va dire, qui recrée, enfin qui s'inspire de ce qui a été fait dans l'Antiquité pour refaire, parce que la compétition telle qu'on la connaît aujourd'hui, très différente, j'imagine, de ce qui se passait dans l'Antiquité, ou il y a des similarités qu'on peut mettre. Il y a certains sports qu'on retrouve, on a parlé tout à l'heure, la course, le javelot, les disques, et tout ça, ouais. Alors, ce qu'il y avait dans l'Antiquité, ce que fait Pierre de Coubertin après, c'est aussi très différent, et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est encore plus différent. Mais, pour revenir à ce qu'on parlait de religieux, le fait d'allumer la flamme, la torche, la flamme olympique, vous croyez que c'est pour faire joli ? Ou pour fêter l'anniversaire de quelqu'un ? Ou c'est pourquoi le feu, l'idée de un peu l'un des 4 éléments, voilà, la divinité, le fait d'allumer la torche. Paganisme, mais exactement. Ouais. Alors il paraît, tu vas nous débunker ça tout de suite. Je sais pas. Enfin, on va voir. Alors moi question, parce que tu sais très bien. Les fameuses légendes urbaines qui n'arrêtent pas de courir sur Internet. On me dit que c'est lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1933 ou 36, qu'on a institué cette. Oui. C'est vrai. Donc j'ai pu faire croire que c'était lors de 1896. En fait, non. C'est lors des Jeux Olympiques de Berlin qu'on a vraiment mis cette pratique de faire le passage de la flamme olympique, qui a connu bien des soubresauts. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, lors des JO de Pékin en 2008, lorsque la flamme olympique à Paris, ça a été un bordel monstre. À Paris, dans le reste les Chinois, ils les ont éteints. Voilà. À Paris, on va revenir à la fin pour on en reparlera la géopolitique, parce que c'était par rapport à la situation au Tibet. Mais donc tu confirmes bien, c'est dans les Jeux Olympiques de Berlin 36 où on a pour la première fois. On va se reparler des Jeux de Berlin, du cas de Jesse Owens, l'athlète. C'est très intéressant. On en reparlera après, d'accord. Donc 1897, donc 96, donc ce Pierre de Coubertin, aristocrate français. Et on reprend aussi l'idée de tous les 4 ans. D'accord. Parce que sous la Grèce antique, c'était tous les 4 ans. Tous les 4 ans sur la Grèce antique. On reprend la même idée tous les 4 ans. 1896, et d'où ça sort 1900, les anneaux 1904. Parce que moi on a dit que c'était les continents, les couleurs. Ça représente les continents, oui. Par exemple, le jaune, c'est l'Asie. Parce que les jaunes, bon voilà. D'accord, le bleu, c'est l'Europe. Le noir, c'est l'Afrique. Ça va faire plaisir. Le rouge, c'est l'Amérique par rapport les peaux rouges, soi-disant. Et j'oublie c'est lequel l'autre couleur. Il y a rouge, noir, bleu, j'ai oublié l'autre, mais voilà, en gros, c'est. Il y a vert. Il y a l'Océanie, voilà, mais c'est ça. Merci, voilà. Le 5e, c'est l'Océanie, merci. Donc voilà, oui. D'accord, ok. Bon, non, parce que le CIO est créé aussi peu après, j'ai plus la date exacte, mais le Comité International Olympique. Alors, qui est
à Genève, c'est ça? Ou il est en Suisse, non? Je crois que c'est à Genève, oui, c'est ça. À Genève, ouais. Mais toujours la Suisse neutre, soi-disant. La Suisse, elle s'en sort bien. Elle dit moi je suis neutre, mais elle récolte tout. Elle récolte tout. Venez chez moi, venez chez moi. Le siège de la FIFA, la Société des Nations. Bon, on sort un peu de sujet, mais l'ancêtre de l'ONU. Le siège est à Genève aussi. Au départ, ouais. Donc là, on crée cette. Alors, il doit pas y avoir beaucoup de pays en plus au départ. Parce que... au début, il n'y a que l'Europe, un peu l'Amérique du Nord et peut-être le Japon, parce que tous les autres pays sont colonisés. C'est ce que j'allais dire, tout est sous colonie. Ils comptent pas. Hein. Donc, dans une petite parenthèse, par exemple, le premier pays africain à participer à une Coupe du Monde, et de surcroît qui était un pays musulman et arabe, c'est l'Égypte, c'est en 1934. Il n'a pas participé à la première édition. Et tout le reste, les pays d'Afrique par exemple, ou les quelques pays d'Afrique ou d'Asie qui étaient indépendants, ils devaient forcément faire un match, une épreuve de barrage contre un pays européen pour avoir le droit de participer en fait. Mais l'Égypte à l'époque avait pu exceptionnellement participer à la Coupe du Monde en 1934. Alors ça, on reviendra sur les règles parce que c'est aussi... j'ai remarqué, donc dans le football, il y a des places, c'est ça, il y a plus de places pour les pays européens, il y en a moins. On trouve les rapports géopolitiques. On trouve les rapports géopolitiques. Dans le sport. Pareil pour les Jeux Olympiques. On en parlera. Vous pouvez regarder. Alors là, pour le coup, souvent on critique Google, Wikipédia. Là, pour le coup, Wikipédia, non, est vraiment juste. Vous regardez JO par JO, que ce soit les Jeux Olympiques d'hiver ou les Jeux Olympiques d'été. Vous regardez le nombre d'athlètes envoyés par chaque pays. Oui. États-Unis, Russie, Allemagne, France, Angleterre, ils se taillent la part du lion, c'est rien qu'à eux. La Chine arrive vitesse grand V maintenant. Chacun, ils envoient 1000, 2000, enfin, je sais plus combien les chiffres exacts, mais voilà, c'est des centaines et des centaines, des milliers d'athlètes. Hein. Ouais. Et après, c'est aussi par rapport à la population. Même si l'Irlande, c'est quand même un pays, on va dire, un peu riche. Au niveau de sa population, c'est sûr qu'elle va envoyer moins d'athlètes que la Russie, par exemple, ou que la Chine, ou que l'Inde. D'ailleurs, au niveau de l'organisation, donc le CIO, un pays doit adhérer au CIO, c'est ça? Il adhère en fait Si c'est un pays qui est reconnu, qui est indépendant, dont l'indépendance est reconnue, après, s'il en fait la demande, il peut... il adhère au CIO. Il est admis au Comité international olympique. Voilà, et après il y a un bureau, j'imagine, qui doit se créer dans le pays, puis on... Voilà, c'est ça, et les délégués, les présidents de fondations au niveau des pays, le Comité international olympique français, de tel pays, et c'est ce représentant-là qui va au CIO. Mais revenons au JO au tout début, donc après du XXe siècle, d'autres sports entrent, parce que au tout début, il y avait des sports qui sont venus progressivement, qui sont devenus ce qu'on appelle discipline olympique. C'était pas tous les sports qui au début l'étaient. Oui, on avait choisi, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, parce que maintenant c'est presque rigolo, il y a tellement de sports. Il y en a certains probables. Les JO, ça dure peut-être 3-4 jours, hein, et maintenant, les Jeux Olympiques, ça dure 3 semaines au moins. 3 semaines, ah oui. 2 semaines, je sais plus, au moins 2 semaines, ouais. Mais voilà, oui, et après arrive la Première Guerre mondiale qui met un terme une première fois aux JO, et les JO apparaissent qu'après la guerre. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu de Jeux Olympiques. Il n'y a pas eu de Tour de France non plus. Oui, c'est un peu logique. Voilà, donc c'est pour montrer que la géopolitique n'est jamais très loin, la diplomatie non plus. Mais après arrive, dans les années 20, les fameux JO de Paris 1924. Depuis, on n'a plus de JO à Paris. Hein. Que ce soit en 2008, Pékin est passé devant. En 2012, Londres est passé devant. On l'avait mauvaise, hein. Mais on va revenir parce qu'il y a toujours des gens qui sont opposés à la tenue de grands événements tels que c'est actuellement dans les pays. Toujours, on les fait passer pour des ronchons et des gens qui veulent jamais rien parce qu'ils disent ça coûte trop cher, ça coûte beaucoup d'impôts. Ben oui, ça coûte très cher. Faut qu'on voit le coût des jeux. Oui, parce que ça, on en parlera parce qu'il y a quand même une critique énorme de ce côté-là. Hein, parce qu'à ce moment, il n'y a pas besoin d'autant d'infrastructures. Il n'y a pas aussi autant d'athlètes qui venaient aussi. Oui, parce que voilà, avant, donc j'imagine, au début du siècle, pas beaucoup de pays, déjà, beaucoup moins de disciplines, ça coûte beaucoup moins cher. D'ailleurs, qui paye vraiment? Comment ça se passe? Plus les États. Hein, c'est les États qui... C'est-à-dire que c'est les participants... Il n'y a pas de sponsor, vraiment. Il n'y a pas de sponsor au départ. Donc ça veut dire que c'est les États qui sont membres du CIO qui mettent la main à la poche pour organiser. Le pays qui organise, c'est surtout lui c'est assez frais. Mais peut-être d'autres qui venaient aussi, mais les frais étaient beaucoup moins conséquents, franchement. Quand on voit, je sais pas, tu prends les JO de... ceux de Paris, c'est en 1900, je crois, les premiers. Mais en 1900, tu regardes, il n'y avait pas Snickers, Mars, Coca-Cola. Non, mais oui, il n'y avait pas tout ça, non. Mais donc, là, on arrive donc aux années 20. Oui, ça reprend après la guerre, oui, donc tu dis. La Coupe du Monde en 1930. Très intéressant. C'est quand la première Coupe du Monde 1930. 1930, la première Coupe du Monde, d'accord. En Uruguay. En Uruguay.
Parce que l'Uruguay, c'était un pays très fort au foot. C'est un pays, un pays de foot encore jusqu'à aujourd'hui, mais c'est un pays, un grand pays de foot. C'est le premier pays organisé. Pourquoi ? Parce que c'était aussi pour fêter le centenaire de son indépendance, qui avait eu lieu en 1830. D'accord. Et comme il avait été champion olympique de foot en titre, ça faisait 2 raisons pour le laisser organiser chez lui. Mais sauf que il n'y avait pas d'éliminatoire. La France a eu son mot à dire beaucoup, puisque c'était Jules Rimet qui a inventé, la France avait beaucoup son mot à dire pour désigner les pays qu'on allait inviter. Et aussi beaucoup de pays européens refusaient de faire un si long voyage et de payer, de financer la traversée par la mer à tous ces joueurs et à des journalistes. Voilà, c'était... Oui, c'était quand même pas évident, c'est au bout de la planète quand même. Mais bizarrement, par exemple, un pays qui est très fort dans le foot, jusqu'à maintenant on avait fait une émission là-dessus, l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne n'a pas participé à la Coupe du Monde 1930. Pourquoi ils étaient punis ? La France, ça n'avait pas vraiment vu que l'Allemagne joue. Je dis pas dit que la France a empêché l'Allemagne de jouer. C'est pas ça, mais je veux dire, la France. On sait maintenant que en coulisses, il y a des choses qui se tramaient et la France n'était pas forcément ravie de voir que l'Allemagne allait participer à ça. D'accord. Donc on a fait en sorte que l'Allemagne. Voilà, mais il n'y avait pas beaucoup de pays. Il y avait quelques pays d'Amérique latine, Uruguay, Argentine, Brésil, et quelques pays d'Europe. Il y avait les États-Unis aussi. Mais voilà, et je crois qu'il y avait la France, la Belgique, la Yougoslavie, voilà, quelques pays seulement. D'accord. Mais voilà, l'Allemagne, un grand absent. Je ne sais plus si l'Italie avait participé aussi. Et donc cette première Coupe du Monde est remportée par l'Uruguay. Par l'Uruguay, voilà. Puis après 34-38, 2 fois c'est l'Italie. Et là, Mussolini se sert du foot pour montrer que voilà, notre pays, nous sommes les plus forts. Voilà, c'est le renouveau de l'Italie. L'Italie sera une grande puissance maintenant. Elle le prouve même dans le sport. Puisqu'en 34, la Coupe du Monde a lieu en Italie, l'Italie l'emporte. Et en 38, la Coupe du Monde a lieu en France, l'Italie l'emporte. Et déjà à l'époque, ça fait un petit clin d'œil à ce qu'il y a aujourd'hui, il y avait déjà des joueurs qui venaient des colonies. Ah oui ? Le premier joueur de foot noir, Louis Diagne, c'est le fils de Blaise Diagne. C'est un député sénégalais, c'est le premier député noir à l'Assemblée nationale. Eh bien, son fils Louis Diagne, premier joueur noir, on va dire, de l'équipe de France. Un autre joueur de foot qui lui est d'origine qui est marocain, qui s'appelle Larbi Ben Barek. Je ne sais pas si certains le connaissent, qui était surnommé la Perle Noire, qui est mort en 92. Comme le Maroc était sous un protectorat français, parce qu'il était dans la partie marocaine, parce qu'il y avait le nord qui était protectorat espagnol et le Sahara qui était espagnol, mais le centre du Maroc était sous autorité française. Lui, Larbi Ben Barek, il avait joué sous les couleurs de la France. Et déjà, il y avait un match entre la France et l'Italie. La France avait perdu le match. Et déjà à l'époque, les Italiens chambraient les Français, les sifflaient quand Larbi Ben Barek avait la balle. Pourquoi ? Parce qu'il était très, très basané, il était quasiment noir, Larbi Ben Barek. Puisqu'au Maroc, dans le sud, dans le Sahara, vous avez même en Algérie, dans le sud du Maghreb, il y a des mélanges entre populations berbères, arabes et noires. Oui, bien sûr. Donc à l'époque, on disait, les Italiens disaient, les Français même là, ils prennent des tirailleurs, quoi. Déjà, on critiquait beaucoup la France pour ça. Non, mais c'est pas des craintes, ce que je raconte. Vous pouvez le vérifier. Donc oui, déjà, l'arbitre Ben Barek, donc avec cet exemple-là, toujours, voilà, le racisme est jamais très loin, les rapports géopolitiques sont jamais très loin. Voilà, donc l'Italie se sert du sport pour glorifier son régime. Les JO de 34 d'hiver à Garmisch-Partenkirchen, dans le sud de l'Allemagne, sont organisés, et les JO de l'été 1936 à Berlin sont aussi organisés. Ça, c'est les JO par excellence, puisque le Führer est au pouvoir donc depuis 3 ans. Contrairement à une légende tenace avec laquelle on nous rabat les oreilles, qui s'est avérée fausse malheureusement avec le temps, alors je le dis tout de suite, avant que certains hurlent. À aucun moment on ne fait l'apologie du Troisième Reich. Hein. Vous n'êtes pas bien, faut arrêter. L'athlète noir Jesse Owens qui a gagné le 100 mètres, la légende qu'on dit, oui, comme quoi Hitler aurait été furieux, aurait quitté le stade. C'est totalement faux. C'est totalement faux, visiblement, parce que... C'est Jesse Owens lui-même qui le dit. On ne fait que citer Jesse Owens. Mais moi, ça m'a... Parce que moi, j'ai grandi, je dis, oh là là, les nazis, c'est raciste, la sélection raciale, ils pensent que les Aryens, nanani, voilà, il y a que l'homme blond et grand qui va gagner, qui est fort dans les sports. Bon, je refuse cette idée, ça va pas ou quoi. Mais Jesse Owens a témoigné lui-même, il dit, pas du tout. J'ai salué Hitler m'a rendu mon salut. De loin, il a dit, et moi quand je suis retourné aux États-Unis, j'étais toujours un nigger, la ségrégation avait toujours cours, parce que les États-Unis, démocratie, blablabla. Alors qu'il a été bien accueilli en Allemagne. Il a dit, en Allemagne, j'ai rien eu, j'ai été vraiment traité comme un être humain. Ouais.
il a fait des déclarations dans ce sens en disant que j'ai été formidablement traité en Allemagne et que c'est en retournant aux États-Unis voilà. que j'avais toujours été un paria. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dit, bon, pour des raisons familiales et autres, j'ai une grande sympathie pour l'Allemagne sur le plan culturel surtout. Hein. Voilà, on se calme. Parce que j'ai de la famille là-bas aussi. J'ai passé pour le fils d'Himmler. Oui, voilà. Mais on n'a pas dit, c'est pas parce qu'on aime l'Allemagne qu'on a dit qu'on aimait le Troisième Reich. Faut vous calmer. Mais lors de la Coupe du Monde 2006 qui a eu lieu en Allemagne, la finale a eu lieu à Berlin. Et on appelait qui pour inaugurer le stade de Berlin juste avant la finale entre la France et l'Italie avec le fameux coup de tête de Zidane là, contre Materazzi. Il y a eu la petite fille de Jesse Owens qu'on a fait venir. Voilà, c'est ça qui me fatigue toujours, cette propagande instrumentaliser les gens. La petite fille de Jesse Owens, bon, j'ai rien contre elle, mais voilà, elle est instrumentalisée, elle a dit oui, voilà, maintenant on est en Allemagne, donc 36-2006, 70 ans plus tard, le multiculturalisme l'a emporté et tout, oui, mais sauf que ce sur quoi vous vous basez, c'est faux, puisque Jesse Owens en personne lui-même a fait des déclarations en ce sens, et qui a dit je n'ai pas subi ce qu'on a dit et ce qu'on raconte sur l'atmosphère en Allemagne. Bon, le Troisième Reich s'est servi du sport pour sa propagande, on est d'accord, mais comme quoi j'aurais été maltraité, que je sais pas quoi. Non, c'est faux. J'ai salué Hitler, il m'avait rendu mon salut. J'ai été traité comme quelqu'un de normal, vraiment, avec la plus grande courtoisie de la part des autorités allemandes. Tu sais, dans le village olympique, tu sais, là on héberge les athlètes. C'est ce qu'il a toujours déclaré, qu'il a été absolument traité normalement. Voilà. On me dit Wikipédia ne donne pas la même version, comme c'est bizarre. Bah oui, mais Wikipédia c'est avec des pincettes. Voilà, il vaut mieux lire les livres que voilà, en tout cas, c'est les déclarations. Moi, c'est pas sur Wikipédia que j'avais trouvé ça. Hein. C'était c'est un professeur qui nous avait dit ça quand j'étais à la fac en histoire. Puis après, j'ai retrouvé ce témoignage aussi. J'ai plus le titre du livre malheureusement, mais voilà, moi, c'est ça que j'avais retrouvé après. Donc parce que ça, c'est très important parce que ça prouve quand même à quel point on peut servir d'un événement pour... Comme le sport est très populaire et touche une large part des gens, plutôt que de venir avec des gros sabots et de dire des déclarations du parti autour duquel les gens pourraient se méfier, non, le sport, on se sert du vecteur, on se sert du sport comme courroie de transmission d'une idéologie, quelle qu'elle soit. Donc oui, par contre, le Troisième Reich s'est servi du sport pour glorifier son régime. Ouais. Et l'homme nouveau qu'il voulait créer. Ça, on est d'accord. Les gens faisaient du sport. Ça, on est tout à fait d'accord. Hein. Tout à fait. Le régime de Mussolini, j'en ai parlé avec les Coupes du Monde de 34 et 38, a fait la même chose. L'URSS, peu à peu, fait ça aussi. Bien sûr. Parce qu'on veut créer l'homme nouveau. Dans les jeunesses communistes, les Komsomol, les jeunesses hitlériennes et Hitlerjugend, les jeunesses fascistes, les Balila, les fameux enfants enrôlés de force. Voilà, il y a cette volonté de créer l'homme nouveau. Par le sport aussi. Il y a le culte du corps qui vraiment commence à être érigé vraiment à partir de cette période-là. D'ailleurs, voilà, l'arrivée d'Hitler a empêché donc qu'on donna les Jeux Olympiques à l'Allemagne. Oui, bah voilà, il fallait pas donner les JO à l'Allemagne dans ce cas-là, si vous voulez pas qu'il y ait l'histoire avec Jesse Owens, l'histoire fausse en plus. Mais voilà, moi, c'est les faits rien que les faits. L'histoire, les faits ne sont pas là pour nous faire plaisir et on ne doit pas les mettre en conformité avec les illusions, les idées qu'on a. Non, on doit s'en tenir aux faits normalement. Quand on fait d'histoire, quand on analyse des faits, on doit essayer de s'efforcer de rendre compte au mieux, avec la plus grande exactitude, même si la perfection n'est pas de ce monde, bien évidemment. Mais pour le cas de Jesse Owens, moi quand je suis tombé sur cette déclaration de Jesse Owens en personne, encore une fois je répète, je me suis dit, voyons que... c'est pas ce qu'on nous avait même là, enfin merde, on n'arrête pas de se foutre de notre gueule, quoi. Voilà. Alors, ça veut dire que déjà, donc, dès les années 30, quand même, on est déjà dans cette dimension politique du sport. Il y a déjà cette dimension... Là, carrément, oui. On est déjà dans... avec les régimes totalitaires. Avec les régimes totalitaires, donc le sport n'est plus déjà sorti de cette... On va dire juste cette dimension ludique, mais il est déjà rentré dans une phase politique. Et les nations, ça permet aux nations de s'affronter, entre guillemets. On dit, oui, plutôt que s'affronter sur les champs de bataille, elles vont s'affronter dans le sport. Mais c'est un moyen pour les pays, malgré tout, voilà, ça... Le chauvinisme est permis dans le sport, quoi. L'arrogance. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'Italie. Les joueurs italiens, le public italien se foutait de la gueule des Français pour avoir fait jouer l'Arbi Ben Barek dans leur équipe. On disait oui, les Français, ça c'est un Français, ça c'est un bougnoul, c'est un négro, quoi. Voilà, donc c'est la République française, elle est décadente, voilà. C'est pas la France, ça, quoi. En gros, c'était ça pour eux, un moyen de dire ça.
Bah oui, par exemple, oui, voilà, quand tu vois l'Italie, c'est que très récemment qu'ils avaient des joueurs noirs avec le fameux comment il s'appelle qu'on leur a souvent reproché, même Mario Balotelli, ouais, voilà. Même l'Espagne, il y a l'Espagne aussi, bien sûr. Même l'Allemagne, l'Allemagne aussi. Bah, l'Allemagne, maintenant, ça y est, ouais. Mais par exemple, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, avec le Suriname, parce qu'ils ont le Suriname, depuis très longtemps, ils ont des joueurs noirs dans leur équipe de foot, ou même dans leurs autres sports. Oui, à quel point que ça a posé un problème, on en reparlera aussi. Mais non, on a dit il y a trop de noirs. Non, parce que aussi, pourquoi ce qui est insupportable, par contre, pour certains, c'est de penser que la seule alternative qui s'offre, ce qu'on appelle les minorités, c'est soit des emplois subalternes, soit le sport. Ouais, mais si quelqu'un il veut être, on a le droit, on peut être noir et faire des études, avoir un emploi normal, et le destin d'un noir ou d'un maghrébin, c'est pas juste d'être joueur de basket, d'être éboueur avec tout le respect que j'ai pour eux, mais voilà, c'est pas juste gagner des médailles pour la nation, quoi. Voilà. Mais il y a déjà une contradiction pour les États-Unis, parce que ils envoient des athlètes noirs, mais chez eux, il y a une ségrégation folle. Terrible. C'est ce que disait Jesse Owens. C'est déjà une espèce de paradoxe américain, schizophrénie américaine, ça. Bah oui. C'est ce que Jesse Owens. Je vous le dis, je vous renvoie à la déclaration de Jesse Owens. Donc voilà, mais pour dire, oui, la Coupe du Monde 38, normalement comme c'est tous les 4 ans, la prochaine Coupe du Monde devait avoir lieu en 42, en Allemagne. Oula. 1939, septembre 39, bombardement Danzig est passé par là, donc la Seconde Guerre mondiale arrive, et il faut attendre longtemps après, 1950, pour qu'une nouvelle Coupe du Monde ait lieu. Donc 5 ans après la fin de la guerre. Et là, pour te montrer vraiment à partir de là comment le sport vraiment des fois comme rend fou, déglingue le cerveau des gens parfois. L'Allemagne ne participe pas à la Coupe du Monde parce qu'on considère qu'elle n'a pas le droit, elle est encore très chaud. Ouais, elle ne participe pas à la Coupe du Monde. C'est trop chaud là, on sort, c'est vrai, 5 ans de la guerre. La Coupe du Monde a lieu au Brésil. Ouais. La finale oppose le Brésil à l'Uruguay. À l'époque, le Brésil avait pas gagné la Coupe du Monde encore. Hein. Le Brésil n'était pas encore un champion de foot. Hein. Et Brésil, malédiction, n'a jamais réussi à gagner une Coupe du Monde chez lui. Que ce soit en 2014 récemment, avec la raclée qui se sont pris que les Allemands 7-1, ou là, en finale, le Brésil, le fameux stade Maracana. Ah oui, j'y suis allé. Ah ouais? Ouais. Ah, je t'envie. C'est beau. Non, juste pour la petite anecdote, voilà, je suis allé voir Botafogo contre Ipanema. Voilà. Pour l'anecdote. Donc, le Brésil. Grand stade du monde en plus. Oui, voilà, c'est ça en plus. Le Brésil ouvre le score 1-0 et perd 2-1 à la fin. Et lorsqu'il y a eu l'égalisation uruguayenne et le deuxième but surtout, ça a été un silence de mort dans le stade. Et le gardien brésilien qui s'est pris le but, j'ai oublié son nom, mais vous tapez Coupe du Monde 50 Brésil, vous retrouvez le nom du gardien brésilien, a été maudit jusqu'à sa mort quasiment. En plus, il était noir. Oh, pas de chance, merde. Ouais, souvent, les pauvres, hein, voilà, quand ils gagnent, ils sont bien, quand ils perdent, c'est des salles noirs ou des salles arabes. Indépendamment du fait que certains joueurs peuvent se comporter mal et être très arrogants, hein, je dis pas le contraire. Par exemple, j'ai pas dit que. On a le droit de dire que Benzema est arrogant. Par exemple, on dit pas, on s'en fout qu'il soit d'origine algérienne. On parle du comportement des gens. Mais à ce moment-là, la race revient très vite. On a dû lui dire sale négro dans le stade aussi. Hein. Donc oui, il s'est pris les 2 buts. Le Brésil a perdu la finale. Et le gardien brésilien est devenu un paria pour le restant de ses jours. Et il est mort vraiment comme une merde, le pauvre. Je sais plus en quelle année il est mort. Et je sais pas si tu connais, certains peut-être connaissent le gardien de foot brésilien qui a joué au Milan AC qui s'appelait Dida. Oui. Il a dit faut réhabiliter ce pauvre gardien, quoi, le pauvre. Et on lui a fait une plaque commémorative, je sais pas quoi, un truc. Mais voilà, les autorités brésiliennes ont il a été maudit, quoi, maudit par une nation. Limite, je crois. Bon, c'est ce que disent les légendes urbaines, j'en sais rien. Mais comme les Uruguayens ont gagné, donc parce qu'il paraît que les Brésiliens auraient tiré plein de fois et ça voulait pas rentrer dans les cages. Il paraît que même, je crois, il y en a qui sont allés jusqu'à démonter les poteaux pour les brûler, pour exorciser le truc. Et arracher les filets côté brésilien qui se sont pris les buts uruguayens pour les brûler, les exorciser, quoi. C'est pour te dire jusqu'où ça va. Ça allait très loin. Ah ouais. Non mais c'est... Donc du coup, ça fait qu'en plus l'Uruguay gagne deux Coupes du Monde. Donc jusqu'en 50, c'est Uruguay 2 fois, Italie 2 fois. C'est les 2 premières nations vraiment de foot encore. D'accord. On arrive en 54. L'Allemagne participe à la Coupe du Monde. Ah, ça fait maintenant presque 9 ans que la guerre est terminée. 9 ans après la guerre, on va enfin pouvoir parler de l'Allemagne. J'en ai parlé une fois, je crois. Je sais pas si j'en ai parlé dans notre émission. Peut-être t'en ai parlé dans notre émission, mais ouais, vas-y. Tous les joueurs d'Allemagne à l'époque, sauf un ou deux, tous sont des orphelins de guerre quasiment.
tous les joueurs adultes à ce moment-là étaient enfants pendant la Seconde Guerre. Ouais. Et beaucoup sont orphelins de guerre, parce que l'Allemagne, je crois, après la Chine et la Russie, le pays qui a le plus de morts, c'est l'Allemagne. Oui, on l'oublie souvent. Ouais. C'est 8 millions de morts quasiment, ou 7-8 millions, dont beaucoup, surtout vers la fin, et beaucoup dans les camps russes, et tout, parce que bon, les Russes sont... Après, bon, quand on voit aussi le comportement de l'armée allemande en terre soviétique aussi, bon voilà, mais les Russes se sont vengés... se sont vengés seulement, on le sait. Voilà, bien que... Voilà, c'est... Malheureusement, la guerre, c'est... La guerre, c'est la guerre, hein, voilà. Avis à ceux qui s'excitent et qui rêvent de guerre sur Internet, qui bandent sur la guerre, je les invite parfois à écouter les récits de certains qui ont vécu les conflits. Voilà, bon, la guerre, ça fait partie des rapports humains et des rapports entre États, malheureusement, mais faut arrêter de croire que c'est génial et que la fleur au fusil, blablabla, et la patrie, la médaille. Hein, non, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas défendre son pays quand on est attaqué, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais faut arrêter d'avoir un peu une idée romantique de la guerre. La guerre, ça tue, voilà. C'est bon de le rappeler, peut-être parfois pour certains. Mais, donc, pour revenir à l'Allemagne en 54, ils sont tous quasiment orphelins de guerre, et il va y avoir ce qu'on va appeler le miracle de Berne, puisque la Coupe du Monde a lieu en Suisse. Ah, ça c'est pas bon, ça. Le pays leader hyper favori à l'époque, c'est la Hongrie, avec le fameux joueur, je ne sais pas si certains le connaissent, qui s'appelait Ferenc Puskás. C'était le meilleur joueur du monde à l'époque. L'Allemagne se prend une déculottée au premier tour contre la Hongrie, je crois 8-3 quasiment, un truc comme ça. En finale, les Allemands retrouvent les Hongrois, les Hongrois se disent c'est plié et tout, surprise, l'Allemagne l'emporte 3-2. Et les Allemands appellent cet événement Das Wunder von Bern, le miracle de Berne. Ils en ont fait un film même. Que je conseille à certains. Bon, moi j'ai pu aller en Allemagne, je m'étais procuré en DVD, je l'avais regardé aussi au cinéma. Ça énerve les autres Européens, c'est quoi? C'est le retour de l'Allemagne? Non, parce que l'Allemagne, voilà, elle refait parler d'elle, elle brille dans un autre domaine, dans le domaine sportif. Ouais. Oui, parce que c'est quand même, en plus, même pour, j'ai envie de dire, pour les Allemands, quel soulagement. Ah oui. Parce qu'après cette défaite, cette humiliation de la. C'est leur 12 juillet, sans vouloir faire d'histoire franco-centrée, mais c'est leur 12 juillet 98 à eux. D'accord. C'est la victoire donc, qui les a le plus émus, le plus touchés. En 54. En 54. Une équipe composée quasiment que d'orphelins de guerre. Et qui, 9 ans après seulement, et bat le favori, qui était la Hongrie. Et donc l'Allemagne remporte donc sa première Coupe du Monde. Le pays qui a le plus gagné la Coupe du Monde, c'est le Brésil. Oui. Mais le Brésil n'a toujours pas gagné une Coupe du Monde encore. Hein. Je rappelle, Uruguay, Italie, Uruguay, Allemagne. Les 5 éditions là qui arrivent. Les JO aussi, ça continue de se développer avec tous les 4 ans. Oui, pour revenir donc à la problématique qui nous intéresse, à ce moment-là, les organisations où ont lieu les compétitions internationales comme ça, qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Oui, on se partage. Toujours, et puis c'est toujours les mêmes pays qui sont qualifiés quasiment. Le nombre de participants augmente peu à peu, mais ça reste toujours circonscrit à Europe, Amérique du Nord. D'accord. Parce que bon, il n'y a encore pas, je veux dire, en 54, on est encore en phase de décolonisation, on commence. Donc il y a beaucoup de pays encore sous les administrations. On va parler aussi de la décolonisation, on va parler par exemple de la guerre d'Algérie. Le football a joué, le sport notamment, a joué un grand rôle, puisque le FLN, lors de la guerre, pour peser qu'il existe dans tous les domaines, même dans le domaine du sport, va commencer à créer des fédérations. Il y a beaucoup de joueurs de foot qui étaient donc musulmans algériens, qui jouaient dans des clubs français, qui jouaient pour la France, puisqu'ils étaient encore considérés comme français. Ouais. Dans la loi, pas en droit, hein, mais dans la loi. Mais le FN peu à peu va convaincre, et certains par patriotisme, par conviction aussi, vont quitter et refuser de jouer dans les fédérations françaises et disent maintenant, nous on joue, par exemple dans le foot notamment, va se constituer une équipe du FLN qui va jouer son premier match officiel en Égypte. Puisque l'Égypte était un grand allié. Alors qu'on est en pleine guerre d'Algérie, c'est intéressant. Ouais, pour montrer que. Parce que la France dit non, le FLN ne représente pas le peuple algérien, parce que c'est une bonne guerre, parce que la France veut garder la colonie. Parce que je rappelle que l'Algérie, ce que l'Inde c'était le joyau de l'Empire britannique, et ben le joyau de l'Empire colonial français, c'est l'Algérie. Sur le plan industriel, c'est l'Indochine, parce qu'avec le caoutchouc, mais sur le plan vraiment à proximité, sur le plan humain, démographique et tout, 1 million de colons, hein, je rappelle. Hein, c'est pareil, hein, puis c'est juste à côté. Donc oui, voilà, mais donc oui, une équipe du foot de FLN algérien. Il y a encore des traces de là. Il y a beaucoup de traces, voilà. Le plus grand pays francophone au monde, c'est la France. Le deuxième, c'est le Canada avec le Québec. Et le troisième pays francophone au monde, c'est l'Algérie. D'accord. Jusqu'à maintenant. Hein. Puis avec la hausse démographique, peut-être que même
est-ce que l'Algérie deviendra le premier pays francophone au monde? Oula, fais pas peur. Non, je Aux Français, rigolais, mais non. ils sont apeurés. C'était un Canadien algérien qu'on rigolait qui me disait qu'en Algérie on est toujours fasciné par la France malgré tout. Ouais. Il a dit que la hausse de la population, il a pas dit que l'Algérie allait envahir la France et faire un grand remplacement, c'est pas ça. Mais il disait même si demain l'Algérie, je sais pas dans combien de temps, peut-être si elle aura, je sais pas, 70-80 millions d'habitants, ils parlent tous français quasiment. Pas tous, un français. Le dialecte algérois, tu sais, il est complètement bousillé. Je crois que tu as eu l'occasion de te rendre en Algérie. Moi j'ai été en Algérie, tout à fait. Pour ceux qui connaissent un peu, même, je sais pas si certains maghrébins nous regardent, même au Maghreb aussi, mais plus dans le cadre de l'Algérie, voilà, avec les rapports tumultueux qu'il y a eu. Quand tu vois comment ils parlent, c'est du mélange d'arabe et de français. Voilà, je vais pas parler parce que qui vont pas comprendre, mais non, la langue française a une très grande place encore en Algérie jusqu'à aujourd'hui. Mais donc pour revenir mais ça c'est étonnant, donc le FLN crée une équipe de foot. Une équipe de foot, ouais. c'est assez étonnant. Pour ceux qui connaissent, même si le film, j'aime pas trop, il va prendre avec des pincettes, le film de Rachid Bouchareb, Hors la loi. Oui. Avec il y avait Roche Dizem, en gros le casting de indigènes. Jamel Debbouze, Sami Bouajila, Rachid Bouchareb. Il y a un moment, Jamel va créer un club de boxe dedans. Parce qu'ils vont beaucoup s'inspirer du Parrain. Il y a plein de clins d'œil au Parrain. Bon, c'est un peu insupportable parfois. La fameuse scène où la voiture piégée qui saute avec une femme dedans, ou Jamel qui se prend pour un ersatz de Robert De Niro. Quand Robert De Niro, Don Corleone, il venge son père, celui qui avait tué son père en le poignardant dans le ventre. Et Jamel, il va venger son père qui s'était fait déposséder par un Bachaga, c'est-à-dire un musulman, mais qui travaille pour l'administration française, qu'ils avaient spolié de leur terre. Et Jamel va poignarder, en faisant semblant de le saluer, il va poignarder ce notable algérien musulman qui travaillait au service des Français. Mais pour revenir à ça, dans ce film, il y a cette fameuse scène où il y a un boxeur qui fait partie de l'écurie, si je puis dire, l'écurie de Jamel, dans le club de Jamel. Sami Bouajila, qui est un militant FLN, va dire à son frère non, maintenant il boxera sous les couleurs de l'Algérie. Il ne boxera plus pour la France, même si l'Algérie n'est pas encore indépendante. Donc voilà, même le sport, c'est aussi un moyen pour montrer aux indigènes, de montrer que on est des hommes aussi. On arrête de croire à votre propagande comme quoi l'homme blanc est le supérieur. Nous aussi, on est capable de vous battre sur votre propre terrain, sur le terrain du sport. D'accord, donc le sport va jouer donc aussi un rôle dans la décolonisation et dans l'esprit d'indépendance. C'est ça se joue aussi là-dedans. Ça se joue aussi, oui. Aux États-Unis, on parlait de la ségrégation. Les boxeurs noirs, peu à peu, vont faire une entrée fracassante sur scène. Ouais. Je sais pas si tu connais la fameuse histoire de Hurricane Carter. Bien sûr. Il y a eu un film, super film avec Denzel Washington dedans. Bien sûr. Voilà, peu à peu, même les autres, dans tous les sports, le sport vraiment a aussi, peu à peu, prend cette dimension politique. Politique, tout à fait. Très vite, j'ai dit, la géopolitique, les rapports entre États ne sont jamais très loin. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il faut quand même le dire, c'est l'occasion, puisque les événements sportifs, j'imagine, donc à partir de ces années 50, 60, commencent à être de plus en plus médiatisés. Exactement. Aussi. Donc ce sont aussi des tribunes, un peu. Et comme il y a plein de pays qui se décolonisent, qui veulent aussi leur part du gâteau, et qui légitimement disent pourquoi on ne participerait pas nous aussi aux compétitions internationales. Et puis est-ce qu'il y a aussi une dimension où pour un pays, par exemple, on va dire justement à partir de cette décolonisation, un pays africain qui va battre une ancienne puissance coloniale, c'est un peu le terrain du... Ça peut être une revanche. Une revanche, voilà, exactement. C'est une revanche. Certains, moi je suis plus d'avis de dire, bon, ça reste du sport, mais on prend l'exemple, en 2002, quand le Sénégal avait battu avait battu la France à la Coupe du Monde, c'était l'ancienne colonie qui bat la puissance coloniale. Ouais. Mais oui, il y avait une interprétation qui pouvait se lire comme ça. Voilà. Je te laisse deviner si un jour une Coupe du Monde a lieu et que l'Algérie affronte la France et que l'Algérie l'emporte. Je te laisse deviner ce qui va se passer là. Je pense qu'il y aura des émeutes. Après, je reviendrai au cas du Maghreb. C'est pas qu'il faut pas une fixette sur l'Algérie, mais c'est tout le Maghreb. L'Égypte, c'est de la folie aussi là-bas. Le sport qu'a dans le Maghreb moderne aujourd'hui, ça ce sera plus à la fin, je parle, parce que je vais parler de ce que je connais le mieux. Le Qatar aussi, on va en parler après, mais ça aussi on en parlera. C'est hallucinant, c'est de l'idolâtrie là maintenant, vraiment. C'est pas du sport ça. Moi, je suis plus en plus,
Je t'en ai parlé tout à l'heure de l'événement, là, le Colombien qui se fait buter à cause du but contre son camp. Moi, j'ai vraiment un regard, j'ai plus le même regard que j'avais quand j'étais enfant, quoi. Bon, ce qui est normal parce qu'on grandit, mais je suis très détaché maintenant, moi. Et je pense beaucoup de gens aussi, un peu agacés de voir tout ce qu'il y a autour du sport tout le temps, les scandales, quoi. Mais bon. Et donc ça évolue, voilà, revenons à cette chronologie. Rappelons qu'on est en pleine guerre froide. Voilà, donc ça joue. Le bloc de l'Est se sert, mais alors massivement du sport pour sa propagande. Ouais. Le bloc de l'Ouest n'est pas en reste. Mais ça, c'est connu. Alors, moi, je connais cette fameuse histoire, il paraît des nageuses est-allemandes qui se faisaient engrosser par leur entraîneur pour avoir des hormones, qui paraît-il, voilà. Et qui beaucoup, pour la plupart, je sais pas s'il y en a une qui ont pu aller au bout de mener leur grossesse à leur terme, mais beaucoup, la plupart, elles avortaient. Elles avortaient pour avoir des hormones, paraît-il, qui dopaient. Et aussi, voilà, il paraît-il qu'ils utilisaient tout un tas de substances côté Est. Alors bon, tu crois? Non. Voilà. Mais l'important, c'est de participer, non? Esprit sain dans un corps sain. Oui, bien sûr, oui. Oui. Mais le bloc de l'Ouest, j'ai dit, n'est pas en reste. Hein. Oui, voilà. Excuse-moi, on nous fait croire. On va prendre l'exemple, le film Rocky IV. Ouais. Où on voit un moment, pour ceux qui connaissent le film, donc avec Sylvester Stallone, où il y a son ami noir, comment il s'appelle? J'ai oublié l'acteur. Bon, dans le film, il s'appelle Apollo Creed. Carl Weathers, il s'appelle, voilà, en vrai, qui se fait tabasser par Ivan Drago, donc, qui est suédois, c'est un crack le mec, hein, contrairement, il a fait des études de mathématiques, c'est rare de voir des gens qui alliaient physique et intelligence, hein. Non, le mec c'est un crack, hein, c'est pas juste un bourrin. Mais on voit dans le film l'image qu'on donne du soviétique, le mec froid, méchant, sans sentiment, sans pitié, qui est là juste pour servir qu'un idéologue sans borne. Ça c'est ce qu'on dit, l'image qu'on avait des Russes, ce qu'on voulait leur donner. Et quand Rocky va venger son ami, parce que tu vois, Rocky il est blanc, il est immigré d'origine italienne, parce que les États-Unis sont une nation d'immigrés, mais lui il a un ami noir, lui, et il va le venger contre le méchant blond soviétique. Et lui, quand il va s'entraîner en Union soviétique, bien évidemment, il est mal reçu. L'américain, c'est l'esprit de la frontière. Ouais. Il domine le climat comme les pionniers américains. Ouais. Voilà, il s'entraîne dans les bois, il découpe des bûches à la hache, il est mal reçu par les Russes. Mais je veux dire, même dans son entraînement. Oui. Tandis que le Russe, lui, s'entraîne qu'avec des machines, on le voit, il se pique un moment. Mais je vous jure, alors... Plus propagande, tu meurs. Plus Hollywood, tu meurs, vraiment. Et ouais, il est sifflé par... tout comme le soviétique s'était fait huer quand il avait dû affronter Apollo Creed à Las Vegas. Mais pour montrer que le sport, vraiment, il y a l'affrontement idéologique très souvent qu'il y a derrière. Donc oui, non, c'est jamais très loin, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Même si on aimerait que ce soit un peu plus dépassionné parfois. Mais voilà, si deux pays ne sont pas en guerre, n'ont pas eu de passif historique, on va dire que ça se passe bien, même si très souvent, et puis il y a souvent des bagarres entre joueurs, mais voilà, quand il y a, je sais pas moi, si c'est Angleterre-Argentine, si c'est... à la Coupe du Monde 98, il y avait eu États-Unis-Iran, l'Iran l'avait emporté. Oui. Je m'en souviens très bien. Même si on parlait un peu moins des relations entre États-Unis et Iran à ce moment-là, mais quand même. Bien sûr. Il y avait aussi après... L'Iran l'avait emporté. Le problème, c'était... Ils avaient fait une propagande... Attends. Il y avait une propagande... où on montrait un supporter américain faire la bise à une iranienne, ils disaient oh là là c'est beau, enfin toujours une propagande, deux balles débiles, enfin bref voilà. Mais oui, on parlait de la géopolitique et que souvent les pays puissants étaient plus favorisés au détriment des autres. La fameuse Coupe du Monde 82, ça les Algériens pour eux, voilà, au bled c'est... Ils se sont fait avoir par un accord entre l'Autriche et l'Allemagne, c'est ça. J'ai beau aimer l'Allemagne sur le plan culturel, là c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Il n'y a pas que l'Allemagne, hein. Il y avait eu France-Koweït lors de cette même Coupe du Monde. France-Koweït, bien sûr. Les Français, normalement, auraient dû l'emporter 5-1, ils l'ont emporté que 4-1. Parce que je crois qu'il y a eu un but. Des fois, il y a des sifflets dans les tribunes. Il y en a, ils sifflent, ils imitent les sifflets de l'arbitre. Alors, les joueurs du Koweït, le Koweït s'est pris un but. Mais il y a le frère de l'émir qui est descendu du stade. Qui rappelle l'équipe. Il dit, allez, on se casse. On se casse, c'est surréaliste cette scène. Et ils annulent le but. C'est C'est lamentable. Ouais. Lamentable. Là, c'est vraiment l'image. Est-ce qu'on se rend compte l'image des Arabes, quoi, à ce moment-là? C'est on a l'argent, mais pétromonarchie. Combien tu veux Il rappelle son équipe, l'émir du Koweït. Vous revenez. C'est le frère de l'émir du Koweït, parce qu'il était président de la fédération koweïtienne de football. Voilà. Ils disent, bon, on peut contester un truc auprès de l'arbitre, d'accord, et l'arbitre peut, allez, il est humain aussi, et les arbitres sont pas parfaits, hein. Mais voilà, il rappelle l'équipe et le but est accordé. Et là, le pauvre Michel Hidalgo, qui est l'entraîneur français, il essaie d'aller protester aussi, il se fait virer manu militari par les flics, par la sécurité espagnole à ce moment-là. Non, ça. Et pour revenir à l'Algérie qui avait vaincu l'Allemagne, qui avait réussi cet exploit. Après, contre le Chili, ils perdent. Non, je sais plus que c'est contre qui. Non, contre l'Autriche, ils perdent. Et Allemagne-Autriche, là,
Ah, c'était une passe à 10 le match. Hein. Pendant tout le match, ils se sont fait des passes. Ils ont fait des passes, ils ont fait exprès pour éliminer l'Algérie. Exactement. Bah, entre cousins germaniques, on s'entend bien. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je crois que C'est un Anschluss footballistique. Voilà, un Anschluss footballistique. Il me semble qu'il y a la règle a été modifiée à la suite à ce moment-là, les troisième matchs de groupe. Maintenant d'attaquer. Non, les troisième matchs de groupe ont lieu en même temps pour pas connaître les résultats des autres. Pour pas connaître les résultats des autres. Et pour jouer en fonction des résultats des autres. D'accord, voilà. Ok, on a changé la règle parce que c'était. Mais jusqu'à maintenant, voilà, le mal est fait. Ouais. Les Algériens auraient dû se qualifier. Ouais. Enfin, ils avaient normalement tout. Ils méritaient de se qualifier pour le tour suivant. Oui, parce qu'en fait, que l'un ou l'autre gagne, l'Algérie devait être qualifiée. Mais là, s'il y avait ce match nul, c'était les deux qui passaient, c'est ça, je crois. Voilà. Le Maroc vengera l'Algérie en 86, puisque le Maroc, lors de la Coupe du Monde 86, sera le premier pays d'Afrique à passer le premier tour. Et ça, c'est des amis qui m'ont raconté, parce que le Maroc va battre le Portugal 3-1. Comme il y a beaucoup de Portugais en France et beaucoup de Marocains aussi un peu, cet ami-là, il m'a dit, il était adolescent dans les collèges, je me dis, ça charriait vénère, hein, parce que souvent, des fois, il y a des bagarres, il n'y a pas de bagarre, hein, c'est pas ça qu'il veut dire, mais voilà, l'humeur était très taquine hein, à ce moment-là, à l'adolescence, entre ressortissants d'origine portugaise ou d'origine marocaine. Ouais, voilà. Alors, il y a un autre événement, moi aussi, puisque on va faire un petit flashback, on va revenir un peu en arrière, c'est, alors, pardon, le nom m'échappe, il me semble, c'est Jackson, je ne sais plus, le nom des deux sportifs. Le bras levé. Tu fais bien, j'avais envie d'en parler et j'avais oublié. Cette image... le jeu de Mexico en 68. Ah là, donc là... Ils ont mis... C'est pas juste lever le poing, c'est la main gantée. La main gantée, le poing levé, donc une image jusqu'à aujourd'hui qui est marquante. Qui est marquante, hein, je veux dire, qui aussi va marquer le monde, hein, parce que cette image-là va être... ça va être repris, je veux dire, mondialement, tout le monde... Alors... Explique-nous un peu cet événement, parce que j'ai vu que récemment, le pauvre, parce qu'il y a un troisième personnage, voilà. Là, pour le pauvre, il faut vraiment rendre justice aux gens. Voilà. Le troisième athlète qui était blanc, qui était australien. Et qui a été viré de sa fédération, hein, qui a été, lui, alors là, il est rentré en Australie, on l'a viré, il a fini comme un paria, le pauvre. Et là, c'est pas pour faire de l'émotion à deux balles ou quoi, mais... Lors de ces obsèques, les deux athlètes noirs, on a les images. Oui, on a les images, c'est eux qui portent le cercueil. Ils ont dit, on veut porter ce cercueil. On veut porter le cercueil. Parce que souvent, on a dit, oui, regardez ce blanc-là, au contraire, il était avec alors que paraît-il, il était avec eux. Avant la remise des médailles, ils l'ont prévenu, ils lui ont dit, écoute, voilà, ils parlent anglais, comme ils sont. Les deux sont américains, noir américain, l'autre est australien, ils ont parlé anglais, ils lui ont dit, voilà, on va faire ce geste. Je sais pas ce qu'ils sont dit exactement, mais vous retrouvez sur des articles de presse, sur Internet. Ils l'ont prévenu, ils ont dit, voilà. Il a dit, moi je m'oppose pas à ce que vous faites ça. Voilà, il a dit, non, je vous soutiens, En gros, ce que les autres on lui reprochait, c'est de ne pas avoir quitté le podium. Oui. Et de montrer son désaccord. Et lui, non, il restait digne. Parce qu'il était complètement d'accord, en fait. Ouais, voilà. Ah, il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Il a fini comme un paria, comme un paria, il paraît, la fédération. Il a du mal à retrouver un emploi. Voilà, il a fini vraiment, peut-être pas dans la misère la plus noire, mais vraiment, enfin, Non, vraiment comme un paria, hein. Vraiment, il n'a pas eu de bol. Hein. Et quand il est mort, vraiment, ils ont tenu. Il a été réhabilité maintenant, mais les deux athlètes noirs américains, tu vois comment ils ont vieilli et tout, ils ont dit. Ils ont tenu à venir pour lui, pour porter sa tombe et assister à ses funérailles, quoi. Et dire non, on lui doit bien ça, quoi. Ouais, non, vraiment. Et souvent, lui, c'est le héros oublié aussi de cet événement-là. C'est le héros oublié parce qu'il faut visiblement même à Los Angeles, on a érigé une statue de cet événement et lui n'y figure pas. On a mis évidemment que les deux. C'est dommage. Non, il faut rendre justice aux gens, vraiment. Pour cet athlète-là australien, j'ai pas son nom, mais c'est aussi le héros oublié de cet événement-là. Vous vous rappelez, c'est aux Jeux de Mexico pour imiter les Black Panthers, pour lutter contre la ségrégation. La ségrégation, etc. Il y a beaucoup les mouvements noirs qui beaucoup refusaient d'aller faire la guerre au Vietnam, notamment. Je sais pas si tu connais le film Platoon d'Oliver Stone, un film excellent dedans avec Johnny Depp, avec William Dafoe, Tom Béranger. Excellent. Comment il s'appelle l'acteur Sheen? Il y a son père aussi qui est un acteur. Charlie Sheen. C'est pas Charlie Sheen, c'est son père. Oui, je vois. J'ai oublié son nom, mais il joue dedans aussi. Enfin bref, un film génial que je vous recommande. Non. Si, il joue. Non, je crois que c'est Charlie Sheen. Son père, lui, il joue dans Apocalypse Now. Apocalypse Now. Mais lui, dans Platoon, à un moment, on voit des noirs qui gueulent. Il y a aussi Forest Whitaker qui joue dans Platoon. Ils disent à un moment, il parle entre nous, il fait, t'as vu les blancs, on fait une guerre pour eux, regarde, continue à nous traiter comme de la merde et tout. Il y a une petite scène à un moment comme ça. Du coup, il y a l'opinion de plus en plus. En pleine la période hippie, hein, c'est aussi Woodstock et tout, mais dans ce film Platoon, il remonte un peu à travers cette scène-là, on voit deux soldats noirs qui disent qu'est-ce qu'on fout là, bordel, quoi. Quand
quand ils pensent bien, les Vietnamiens ils nous ont rien fait. Tu connais la fameuse phrase de Mohamed Ali. Ouais. Pourquoi moi noir j'irais tuer des jaunes qui ne m'ont rien fait pour des blancs qui me méprisent? Je sais plus quoi en gros, mais c'est très joliment formulé. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'aille foutre au Vietnam? Vous êtes pas bien vous. Hein. Ai-je jamais vu un Vietnamien me manquer de respect ou me maltraiter? Non. Pourquoi j'irais là-bas? Donc voilà. Et Mohamed Ali, pareil, s'était vu retirer son titre. Et cette image hyper forte aussi, je crois qu'elle a fait qu'on a changé le règlement des Jeux Olympiques et depuis il était interdit d'avoir tout signe ostentatoire, toute attitude. C'est la laïcité dans le sport. La laïcité dans le sport, voilà. On a amené, à cause de cet événement, il fallait absolument plus rien montrer aux Jeux Olympiques, genre surtout pas justement. Mais la politique est jamais très loin parce qu'il y a toujours des gens qui voudront se servir du sport et d'événements pour, à tort ou à raison. Il ne s'agit pas de, là, on rapporte les faits, mais il y aura toujours certains qui se serviront du sport pour faire passer des idées. On est dans les années 110. Ouais. Il y a l'apartheid qui est en Afrique du Sud. Et commence dans les années 70 le boycott de l'Afrique du Sud dans les compétitions internationales. Oui, ça commence à partir de ce moment-là. L'Afrique du Sud ne pouvait plus participer à aucune compétition tant qu'il y avait le régime d'apartheid en place. Il y avait un boycott au niveau sportif de l'Afrique du Sud. Ça, c'était une pression qui était exercée sur l'Afrique du Sud. Absolument. L'Afrique du Sud, évidemment, on s'en rappelle, on ne pouvait pas avoir un athlète sud-africain dans aucune discipline. Ils étaient exclus d'absolument toutes les compétitions internationales. La première fois que l'Afrique du Sud joue la Coupe du Monde de rugby, c'est en 95. En Afrique du Sud, justement. Le fameux film Invictus avec Morgan Freeman et Matt Damon qui en parlent. La première fois que l'Afrique du Sud joue la Coupe du Monde de foot, c'est en 98. La première fois que l'Afrique du Sud vraiment revient dans les JO, je crois, c'est en 96 à Atlanta. Ouais. Donc après l'apartheid. Et après la libération de Mandela aussi. Ouais. Parce qu'il y a petit écho à l'actualité actuelle, il y a aussi un pays qui est menacé souvent de boycott ou par d'autres pays. Bon, même si c'est pas aussi généralisé que d'autres, c'est un sujet qui fâche pour certains. C'est Israël. C'est Israël, hein, bien sûr. Parce que les athlètes palestiniens, ils n'ont pas le droit de sortir de ce qu'on appelle les territoires occupés. Ils n'ont pas le droit d'aller participer à des... on me dit bizarrement, on boycotte pas Israël. Bah oui, mais justement, ça a quand même un rapport parce que... Pourquoi? Parce que la Turquie veut entrer dans l'Union européenne. La Turquie... elle joue dans les compétitions. Là, il y aura l'Euro 2016 l'an prochain en France. Tu vois, l'actualité nous rattrape. La Turquie a toujours joué dans les clubs, la Ligue des Champions. La Turquie, elle joue en Europe toujours. Ouais. Et Israël, comme très vite, elle voyait qu'elle était boycottée par les pays de la région. Parce que si on la faisait jouer en Asie, elle aurait toujours 8 chances sur 10, 9 chances sur 10 de tomber soit sur la Syrie, sur l'Irak, le Liban, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, bref, beaucoup de pays musulmans. Toujours ces pays-là la boycottaient. Donc c'est pourquoi très vite, on a fait Israël, on l'a fait jouer en Europe. Donc, des clubs comme le Maccabi Haïfa, je ne sais plus comment il s'appelle, des clubs ou Tel Aviv, c'est arrivé qu'ils jouent des compétitions européennes. Oui, voilà. Complètement, ils jouent ils jouent en Europe. Ils jouent en Europe. Je ne sais pas si on se souvient en 93, quand la France n'avait pas pu se qualifier à la Coupe du Monde aux États-Unis, elle avait été éliminée par la Bulgarie, mais elle avait perdu contre Israël aussi. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match-là, au Parc des Princes, la France avait perdu contre Israël. Oui, bien sûr, oui, ça se souvient. Mais c'est bizarre parce que, bon, Israël veut être un pays reconnu, se dire en Asie, il dit que c'est pas une idéologie coloniale, mais si on vous fait jouer en Europe, ça rattache un peu à une idée de colonisation, non? Ouais. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, voilà. Donc voilà, oui, donc le boycott se développe pour l'Afrique du Sud jusqu'à la fin de l'apartheid. Il y a aussi, dès qu'Israël joue une compétition quelque part, il y a souvent quelqu'un avec un drapeau palestinien qui arrive, qui essaie de perturber. Jusqu'à maintenant, que ce soit dans le tennis, je sais plus si c'était dans les Jeux Olympiques de Londres, des épreuves de tennis de table, il y avait un joueur égyptien qui avait refusé de jouer contre un joueur israélien. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui refusent de jouer contre Israël, notamment de pays musulmans, je parle, qui disent non, refuse de jouer contre Israël. Donc voilà, là on sait que la politique rejoint le sport toujours. Est vraiment au cœur. On sait que aussi, puisqu'on parlait de la guerre froide, la Russie refusera de participer. Après l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979, les États-Unis annoncent leur décision de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou de 1980. Et plein de pays du bloc de l'Ouest vont participer à ce boycott. Oui. Il y a plein de pays qui vont boycotter donc les JO de Moscou en 80. Réponse du berger à la bergère. En 84. Les JO de 84 à Los Angeles. L'URSS annonce sa décision de boycotter les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et plein de pays du bloc de l'Ouest, pas tous, mais beaucoup de pays du bloc de l'Est vont les boycotter aussi. Voilà. Donc là, donc sport, un mot qui rapproche les peuples, blablabla. Tu parles.
sport est complètement politique. Là, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle ce politique, cette géopolitique du sport. Ouais. C'est-à-dire que les événements qui se déroulent en fait sur la scène internationale sont complètement en rapport avec ce qui va se jouer sur un événement sportif international aussi. D'autant plus qu'en plus plus on avance, plus on est dans une ère où c'est très médiatique. Bah c'est oui. extrême. Parce qu'après qu'Internet, maintenant, voilà, les réseaux sociaux, puis l'argent commence à arriver vraiment massivement, les sponsors arrivent dans le sport, et là on peut plus faire l'impasse sur l'argent, les compétitions coûtent de plus en plus cher, et vraiment ça se mondialise. Vraiment Voilà. ça se mondialise. On arrive dans la beaucoup plus. mondialisation totale. Alors on va faire une petite pause parce D'accord. que il n'y aura qu'une pause, je vous le dis, puisqu'on va finir un petit peu plus tôt pour des Je vous prie de m'excuser, oui, parce voilà, que pour des raisons de transport. transport, voilà, comme on est en semaine, on n'est pas c'est pas la fête du Voilà. samedi soir aujourd'hui. Donc pour ces raisons-là, eh ben, comme on va venir plus tôt, on va faire la petite pause maintenant. Très bien. Il n'y aura qu'une pause et puis on reviendra. Je vais voir si. Je parlerai aussi de mon expérience personnelle à la fin, comment bien j'ai. sûr. Et puis il y a les Pour questions. dans le foot, on va essayer aussi voilà. de répondre aux questions Très bien. du public parce qu'il y a pas mal de questions. Avec grand forcément. plaisir. Voilà. Donc petite pause et puis on revient à vous la régie.